Et bien le bonjour YouTube, hein, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Twitch qui est ici présent. Oui, c'est sans vous cacher ma tristesse qu'aujourd'hui, voilà, nous y sommes. Nous avons commencé au mois de février-mars et nous terminons au mois de décembre. Je crois que c'était vers le 25 février si je dis pas de bêtises. Nous avons entamé notre apprentissage de la langue japonaise. Nous avons commencé à étudier comment écrire, parler, comprendre le japonais dans l'espoir de devenir l'otaku, le kikujap ultime évidemment. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à terme. Alors non, nous ne parlons pas japonais couramment aujourd'hui, on en est encore très 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 loin, mais tout cet apprentissage n'a pas servi à rien, bien au contraire, aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai reçu par exemple, j'ai commandé un plafonnier pour une lumière au plafond, sauf que je n'avais pas capté que j'avais pas acheté le truc en France mais en Asie, et quand il est arrivé j'ai reçu une télécommande avec dessus plein de kanji. Ben, j'étais très content d'en reconnaître certains, donc il y a des choses. Et du coup voilà, aujourd'hui c'est le dernier cours de japonais puisque nous allons terminer ce soir la saison 2 des cours de japonais de Julien Fontanier, puisque comme vous le savez actuellement là Julien il est il a ouvert un Ulule pour financer la saison 3, et donc ça sortira, on a le temps avant que ça sorte, et donc du coup, voilà, aujourd'hui, ce sera le dernier de toute cette longue série. Quand la saison 3 sortira, je pense que je le ferai de mon côté, je vous invite à le faire vous aussi de votre côté. Voilà, donc du coup, je suis très content d'avoir vécu cette aventure pendant 9 mois, c'est un beau bébé que nous avons là, c'est le cours de japonais, c'est notre bébé, 9 mois ou quasiment, parce qu'il y a eu beaucoup de fois où j'ai fait sauter les cours, hein, parce que je suis pas un élève très assidu, mais quasiment tous les mercredis, depuis 9 mois, on a pris des cours de japonais, c'était grave cool, j'en garde plein de souvenirs, et Julien nous a apporté plein de comment dire, de renseignements. Oh, mais c'est terrible quand je n'ai pas les mots. Plein d'anecdotes et surtout de la culture tout simplement sur la langue et sur le Japon en général, et j'ai appris plein de choses que je ne savais pas et même aujourd'hui je sais, ça m'arrive de le ressortir au courant d'un repas de famille ou d'un verre entre potes. Vous sentez le mensonge dans cette phrase, étant donné qu'on ne peut pas prendre des verres avec ses potes et faire des repas de famille. Mais bref, tu penses que Farod va faire l'examen numéro 2? Alors, cette question était destinée à Julien, je l'ai bien vu, mais je vais te répondre. Non, je ne le ferai pas, je suis totalement pas au niveau, c'est certain que non. La saison 2, la saison 1, j'étais extrêmement impliqué, tous les cours, quasiment tous les exos, tout ça. La saison 2, je vais pas dire que j'ai décroché, mais elle était beaucoup plus difficile, et de mon côté, j'avais beaucoup plus de choses à faire, déménagement, tout ça, et plein de trucs à droite à gauche, qui fait que je suivais les cours, j'avais toujours les souvenirs des cours précédents, mais je me suis pas impliqué dedans en mode, je ne maîtrise pas les cours. Il y a un milliard de choses de la saison 2 que je ne maîtrise pas, il faut que je vais tout reprendre depuis le début de la saison 2, et même je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a des choses de la saison 1 que j'ai oubliées. Et en plus, c'est intéressant de parler de la saison 1 parce qu'aujourd'hui, le premier cours qu'on va faire ce soir, c'est le préfixe de politesse O. Souvenez-vous, l'un des tout premiers cours de japonais qu'on a fait, on a appris des mots de vocabulaire, et celui que je me souviens bien, c'était l'argent, la thune, c'est kane, mais nous on nous a appris à le dire au kane, parce qu'il y a ce O de politesse, et depuis le début je me dis, bah, c'est quoi cette histoire de O de politesse et tout ça, et bien c'est maintenant, à la fin des cours de japonais, que nous voyons enfin la signification et les explications de ce O de politesse, donc c'est cool, on va avoir un long cours sur ça. Ensuite on va avoir un cours de vocabulaire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cours de vocabulaire où on apprend du voc, sur la famille d'autrui, souvenez-vous, on avait fait une distinction de vocabulaire entre notre propre famille à nous et la famille de quelqu'un d'autre. Comment se compliquer la vie, pourquoi pas, mais en tout cas ça n'en reste pas moins intéressant. Ensuite nous conclurons avec une vidéo qui sera le bilan sur la grammaire japonaise, donc ça c'est pas plus mal, j'aime bien ces vidéos comme ça, c'est une bonne initiative de les avoir faites, qui permet de refaire un petit bilan de tout ce qu'on a vu sur la grammaire de la saison 2, donc c'est cool, ça va nous rappeler plein de trucs. Ensuite, on va se mater la dernière vidéo de Julien, où il revient lui-même personnellement sur toute cette histoire et sur toute la saison 2 qu'il a créée. Et Julien, à la fin, il m'a envoyé des petits vocaux sur Instagram, il m'a dit « tu les écouteras en live ». Donc je les ai pas écoutés, je ne me suis pas spoil, on les écoutera en live à la fin, et après ça, on se dira au revoir, ça sera fini, ça sera terminé, les cours de japonais, ça aura été une grande aventure, je suis très content d'avoir tenu jusqu'à la fin. Bah en fait c'était tellement intéressant, et il y avait des moments où c'était beaucoup plus difficile, et il y avait un certain décrochage, mais toujours avec l'envie
d'être à la semaine d'après pour en apprendre encore un peu plus et pour en savoir plus. Et tout ce que j'ai appris là aujourd'hui, même si je laisse tomber entre guillemets pendant 1 an, 2 ans, 3 ans parce que je fais d'autres choses et que il n'y a pas le prétexte de voyager ou que j'ai pas le temps de me concentrer là-dessus de nouveau. Je sais que tôt ou tard un jour, c'est un des buts dans ma vie, c'est de savoir parler japonais. Je vais y replonger là-dedans et tout ce qu'on a fait pendant ces 9 mois, ben, je sais que je les ai quelque part en moi, donc si je peux un petit peu les oublier, ça va ressortir, ça va rejaillir tôt ou tard, quoi. Donc je suis très content. Je sais qu'on n'a pas fait ça pour rien et c'est super cool. Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau live et bienvenue pour ce nouveau cours de japonais. On est parti. Allez, let's go. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, j'ai terminé ma saison 2 des cours. C'est pas le bon cours, ça c'est le dernier qu'on va voir. Je veux le cours sur les préfixes de politesse. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Let's go. Aujourd'hui, on va voir le préfixe de politesse O, qui est un préfixe que l'on va placer devant un mot pour embellir un mot, pour parler poliment. Ce préfixe, il s'écrit avec ce kanji. Sa lecture purement japonaise, c'est O. Sa lecture sino-japonaise, c'est Go. On va généralement utiliser sa lecture purement japonaise, c'est pour ça qu'on l'appelle O. C'est un préfixe qu'on a déjà croisé dans plein de mots de vocabulaire. Il est temps d'expliquer ce dont il s'agit exactement. Alors, je vous donne quelques exemples d'utilisation. Kane, qui veut dire l'argent, c'est un mot purement japonais, donc devant, je vais mettre la version purement japonaise du préfixe de politesse, O, ce qui me donne okane. Ça embellit le mot. Le préfixe, vous voyez, on l'écrit uniquement en kana, et du coup, attention, on a des petits kana O comme ça qui se mettent un peu entre les mots. Ce n'est pas une particule, c'est bien le préfixe de politesse. Second exemple, sake, l'alcool, c'est un mot purement japonais, donc devant je mets le préfixe de politesse dans sa version purement japonaise O. Osake, l'alcool, le mot est embelli. Je crois l'avoir déjà croisé dans un manga, le osake. Le préfixe de politesse, il n'est pas obligatoire, je peux dire sur juste une bouteille. Kane ou sake, mais voilà, si je le mets, ça, encore une fois, embellit le mot. Je vous donne maintenant un exemple sino-japonais. Gohan, le riz cuit. Han, c'est une lecture sino-japonaise, donc devant je mets go. Alors que j'écris en kana en hiragana. Autant, oui, je sais de base, les lectures sino-japonaises, on les écrit en katakana, mais ça, c'est pour vous indiquer, quand on est dans un contexte de vocabulaire ici, dans les phrases, vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans la saison 1, on va quand même écrire ça en hiragana. Gohan, le han n'existe jamais seul sans le go. La lecture seule du mot en purement japonais, c'est meshi, c'est un terme qui est un peu plus familier. Voilà, en général, là, pour le coup, on dit vraiment les deux de manière indissociée, Gohan. Donc voilà, je peux comme ça mettre mon préfixe de politesse sur des mots, ça rend les mots plus jolis. Souvent ce sont des mots qui font partie de la culture japonaise. Les Japonais aiment bien comme ça valoriser ces mots qui font partie de leur culture et dont ils sont fiers. Ça permet de parler de manière raffinée, ça correspond à un certain niveau de langue qui est souvent utilisé par des femmes. Les femmes aiment bien utiliser comme ça des O pour paraître un peu distingués. Ce O, ça ne se traduit pas en français. Okane, on va pas dire par exemple, je sais pas, le bel argent, non, on va juste dire l'argent, le O passe à la trappe dans la traduction. Je sais que dans Tintin, par exemple, Hergé avait essayé de traduire toute cette politesse japonaise et asiatique en général avec des mots comme honorable, vénérable, etc. Mais aujourd'hui, ça c'est plus trop un okane, l'argent en français. Je vous donne d'autres exemples. Au hanami, le hanami, la fête qui a lieu au printemps au Japon. Alors ici, on a deux kanji, mais ce sont des lectures purement japonaises, donc on met bien le O devant. Au cha, le thé. Alors, pas eu le temps de le dire. Ici, cha, c'est sino-japonais, et on met le O devant. Oui, ça, c'est une exception. Parfois, on va pouvoir comme ça mettre des O devant une lecture sino-japonaise. Comme par exemple dans okashi, la confiserie qu'on a déjà vu dans un cours de vocabulaire. Voilà, ici, ça se fait comme ça. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur une chose. La plupart des Japonais s'en moquent de ce que sont des lectures purement et sino-japonaises. Souvent, ils ne savent pas ce que c'est, ces termes. Ils n'ont jamais appris directement la différence entre les deux. En fait, on n'a pas besoin, et c'est le cas aussi pour les Français, d'avoir un recul comme ça étymologique sur sa propre langue, sur savoir comment les mots sont formés. En français, pareil, on n'a pas forcément besoin de savoir que tel mot est d'origine latine ou que de tel mot est d'origine grecque ou parfois même arabe pour les utiliser au quotidien et très bien savoir s'en servir. Les Japonais, c'est pareil, ils ne sont pas experts dans leur propre langue.
Et du coup, beaucoup de Japonais, quand on leur dit oui, ça c'est une lecture sino-japonaise, ça c'est une lecture sino-japonaise, ils te disent mais c'est n'importe quoi ce que tu me dis, c'est du japonais, tout simplement. Et c'est pour ça que les lectures sino-japonaises, très souvent on les voit écrites uniquement en hiragana, même si pour moi je maintiens que c'est très important d'écrire en katakana pour différencier les deux. Et c'est pour ça que parfois, des fois, voilà, comme ça, on a des cas avec des lectures sino-japonaises, mais devant le O du préfixe de politesse qui vient se mettre devant. Alors, je me suis documenté, on a une règle visiblement, quand ce sont des mots très très bien intégrés à la langue japonaise, on met le O devant, mais le Gohan, pour le coup, le rime m'a l'air aussi très bien intégré à la lecture japonaise, donc je suis pas sûr que ce soit une raison valable. C'est la raison qui est donnée dans ces livres qui sont une bible pour moi, mais je suis pas tout à fait convaincu. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand c'est O devant une lecture sino-japonaise, Ocha, à ce moment-là, c'est pas Go, hein, c'est vraiment uniquement Ocha. Gocha, ça ne se dit pas, c'est vraiment Ocha, donc là, pour le coup, il faut le savoir et du coup l'apprendre par cœur. Du coup, ces mots sur lesquels on met le préfixe de politesse O, ce ne sont pas des mots qu'on va créer soi-même, en fait, ce sont des mots qui existent déjà dans la langue japonaise telle quelle. On a un certain nombre de mots, donc comme je disais, qui font partie de la culture, etc., sur lesquels on peut mettre un O, et puis on ne peut pas le mettre sur n'importe quel mot qu'on aimerait embellir, ça ne marche pas tout à fait comme ça. En général, le O, comme ça, de politesse, on ne l'a pas sur des mots en katakana. Les mots d'emprunt comme ça de l'étranger ne sont pas affectés par cette règle, sauf éventuellement certains qui, encore une fois, sont bien intégrés, comme par exemple biru, la bière, on peut dire obiru, c'est que les Japonais ont une énorme culture de la bière, bien plus que nous en France, j'ai l'impression. Ils ont énormément de marques de bière, ils sont très fiers de leur bière, et du coup, voilà, on peut dire comme ça obiru. Et puis, parfois, ce préfixe de politesse O donne la création de nouveaux mots. Par exemple, naka, qui veut dire l'intérieur. Si je mets onaka, l'intérieur embelli, bon, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça veut dire le ventre. Oh. Voilà, je parle d'un intérieur, mais d'un intérieur mis en valeur, et un ventre, hein, finalement. Le ventre, c'est un bel intérieur, visiblement. Cette chose, en kanji, on va l'écrire comme ça. Onaka. Alors, naka, c'est pas du tout une lecture de base de ce kanji. Hein. Ce kanji, c'est hara, le ventre, hein, qu'on a vu dans le cours de vocabulaire sur le corps humain. Mais ici, voilà, on parle de naka à l'intérieur, mais ça veut dire le ventre, donc on va rajouter la lecture sur ce kanji qui de base veut dire le ventre. Et du coup, ce terme onaka, qui s'écrit comme ça, il faut l'apprendre tel quel. C'est un terme qui a été créé par le rajout du préfixe de politesse O sur naka. Et puis, ce préfixe de politesse O, il a une troisième lecture purement japonaise qui est mi, qui n'est plus utilisée aujourd'hui, qu'on va retrouver uniquement dans la langue japonaise ancienne, littéraire. Par exemple, avec des mots comme misora, miyuki, hein, pour parler du ciel ou de la neige. Ce mi, il a aussi donné naissance à de nouveaux mots. Par exemple, à partir du mot kuji, qui s'écrit comme ça, avec un kanji, qui veut dire la loterie tirée au sort, on a créé mikuji, en mettant donc le préfixe de politesse. Mikuji, ça ne veut plus dire la loterie, mais du coup, qu'est-ce que c'est une loterie importante, une belle loterie ? C'est l'oracle écrit. Vous savez, c'est ce papier qu'on tire au sort dans les temples, les sanctuaires sur lesquels une divination est écrite. Voilà, ouais. Le mot a été créé comme ça, avec kuji, et du coup, le préfixe de politesse mi, qui est rare, mais que l'on trouve encore dans certains mots de vocabulaire. Et puis, mikuji, vu que c'est un mot qui est ancien et qui maintenant est figé, on va pouvoir lui mettre lui-même dessus un O de politesse. Hein, ça donne omikuji. Et du coup, là, c'est bizarre parce que, ouais, on est sur un mot qui a été créé par le préfixe de politesse, on rajoute un dessus en kanji, omikuji. Donc en fait, on a deux préfixes de politesse qui s'enchaînent directement. Et le mot tel que vous allez pouvoir le croiser dans les temples au Japon, c'est omikuji. En général, on va l'écrire en hiragana, et puis on a une alternative avec les kanji. Le deuxième mi, on va pouvoir l'écrire avec comme ça le kanji du dieu. Le dieu, ouais. Du coup, ouais, ça permet déjà de ne pas avoir ces deux suffixes qui se suivent, et puis vu que c'est un peu lié au dieu, dieu c'est kami, mi, ok, ça passe. Mais de base, ouais, ça vient de omikuji comme ça, avec les deux préfixes de politesse. Prochaine fois que je vais au Japon, dans un temple, j'ai même croisé un mot qui enchaîne 3 préfixes de politesse. Je n'en parle pas maintenant, mais si jamais vous voulez découvrir duquel il s'agit, je vous laisse faire quelques petites recherches de votre côté. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Ce préfixe de politesse, il a encore d'autres lectures dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui ne sont pas importantes, mais si jamais vous en croisez, sachez qu'effectivement ça existe. Ça c'est OK pour le préfixe de politesse. Et puis, ce préfixe de politesse O, go, on va également pouvoir s'en servir pour exprimer son respect envers l'interlocuteur en rehaussant l'interlocuteur, en embellissant avec O les mots qui correspondent à l'interlocuteur. On parle alors de O honorifique, de préfixe O
honorifique. Alors, pour cela, il suffit de mettre le O devant un mot lié à l'interlocuteur. O ou go, selon si c'est un mot purement japonais ou sino-japonais. Par exemple, si je parle du jardin de mon interlocuteur, niwa, je vais dire oniwa. Le jardin est mis en valeur. Si je parle du nom de mon interlocuteur, namae, je vais dire onamae. Le nom est mis en valeur. Si je parle de son livre gohon, le livre est mis en valeur. Si je parle de son loisir, goshumi, le loisir est mis en valeur. Vous voyez ici, j'ai deux lectures sino-japonaises, hon et shumi, donc je ne mets pas le o, mais go. Toujours dans l'idée que ce soit l'autre personne. Ça, c'est une utilisation qui est différente du préfixe O de politesse qu'on avait avant, qui servait à embellir un mot. Ici, voilà, sur ces mots de base, on ne peut pas mettre un O, mais ici, on va l'utiliser pour exprimer son respect envers l'interlocuteur. Pareil, on ne va pas trop mettre ce préfixe O honorifique sur des mots en katakana, mais bon, aujourd'hui, il y a des gens qui le font, et du coup, l'évolution de la langue fait que c'est de plus en plus toléré. Ce préfixe O honorifique, ça va être une énorme alternative à anata no. Puisque vous avez compris, le O honorifique, on ne va jamais l'utiliser sur soi-même, c'est incorrect. Vous avez compris, dans la modestie japonaise, on ne va jamais mettre de la valeur sur les objets qui nous appartiennent. Donc si je dis par exemple oniwa, ça concerne forcément le jardin de mon interlocuteur. Donc votre jardin. On peut pas être très égocentrique. Au lieu de dire anata no oniwa, je dis oniwa, on comprend forcément qu'il s'agit du jardin de mon interlocuteur. On raccourcit la phrase. Ça évite de dire comme ça anata. C'est valable pour tous les autres termes. Votre nom, onamae. Votre livre, gohon. Et votre loisir, goshumi. C'est pratique ça, c'est pratique. On enlève des mots comme ça. On peut également mettre comme ça un O honorifique sur des choses qui n'appartiennent pas à l'interlocuteur, mais dont il est le destinataire. Par exemple, ore. Re, c'est la gratitude, et du coup ici c'est la gratitude qui est pour vous. Ici encore une fois, on est sur un cas de O devant un mot sino-japonais. Et on a aussi un autre exemple, au henji. Henji qui est la réponse, donc ici la réponse pour vous, la réponse adressée à vous. Encore une fois, un mot sino-japonais. Devant henji, on peut mettre soit O, soit go. Voilà, là ça arrive, on a des termes comme ça, alors il faut les voir au cas par cas, sur lesquels on peut mettre soit l'un, soit l'autre, les deux sont tolérés. Ce préfixe O honorifique, on peut l'utiliser pour exprimer du respect envers son interlocuteur ou envers une tierce personne, une personne dont on parle, mais qui n'est pas forcément la personne à qui on parle. Voilà, c'est également possible. Et puis, bon, vous avez compris, le O honorifique, on n'utilise pas sur soi, mais par contre, le O de politesse, qu'on a vu tout à l'heure en début de cours, oui, lui, il n'y a aucun souci, on peut l'utiliser sur les objets qui nous appartiennent. Par exemple, son propre argent, on peut dire sans problème okane. La différence entre les deux, la nuance est assez importante. Ok, du coup, voilà, ce O honorifique, on va s'en servir beaucoup par la suite, notamment combiné à des verbes, à des adjectifs, même à des adverbes, pour créer des formules très polies. On expliquera plein de termes qu'on a déjà vus avec cela. Et puis d'ailleurs, plus tard, on verra qu'il existe d'autres préfixes de politesse très spécifiques au keigo, le langage très poli japonais, mais ça, c'est dans longtemps, on a le temps de se retourner avant d'y être. Et puis, vous vous rappelez, ce O, on le retrouve dans certains pronoms personnels, omae, onushi, otaku. Alors, otaku, c'est quoi littéralement? Je vous ai dit que c'était votre maison. Bah oui, effectivement, taku, c'est la maison. Donc ici, honorifique, otaku, votre maison. Vous comprenez maintenant pourquoi. Et du coup, grâce à ce cours, vous allez comprendre un peu tous les O qu'on a croisés et disséminés sur le chemin jusqu'à présent, comment les mots ont été formés. Et puis, pour finir, on peut combiner ce préfixe O honorifique avec un suffixe honorifique pour créer un mot super honorifique. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous montre comment ça marche. Par exemple, okyakusama, le mot dont on a parlé dans le cours sur le pluriel. Kyaku, c'est le client. O, c'est le préfixe honorifique. Sama, c'est le suffixe honorifique. Et du coup, je crée comme ça un mot super honorifique. Monsieur le client, cher client. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais voilà, le client est tellement important en japonais qu'on a comme ça, on l'a encadré de deux honorifiques pour faire comprendre à quel point on respecte le client. Des mots comme ça, super honorifiques, ça c'est mon terme, mais on va les appeler comme ça. Ah, mais c'est bien. Il y en a d'autres qu'on verra plus tard, notamment dans le prochain cours de vocabulaire sur la famille d'autrui, on en verra tout plein. Et puis, vous imaginez bien que le Otsukare-sama, qu'on a vu il y a très 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 longtemps, au tout début, le cours de vocabulaire sur les formules de politesse, il vient aussi de là, un Otsukare-sama. C'est également un mot super honorifique. Ok, j'ai bien aimé les étoiles, les petites étoiles là qui bougent. Dans les phrases de thème, vous allez devoir utiliser le O en différenciant s'il s'agit du simple O de politesse mis sur un mot ou du O honorifique utilisé pour parler de quelque chose lié à l'interlocuteur, dont on va servir notamment en alternative à anata no. Alors ce que vous allez faire, vous allez mettre les O de politesse en rouge et les O honorifiques en bleu, pour montrer que vous avez bien compris la distinction entre les deux.
Et puis, dans les phrases de version, simplement, vous allez devoir reconnaître duquel il s'agit pour pouvoir traduire correctement la phrase en français. Pareil que dans les exercices du cours précédent, je vous mets directement la forme polie des verbes dont vous avez besoin pour la cohérence dans vos phrases, puisqu'encore une fois, le O honorifique va de pair avec l'utilisation de la forme polie, cela va de soi. Oh oui. Ok. Ça va? Bon, mon cours est terminé, il reste encore un peu de temps avant la sonnerie. Écoutez, ce que je vais faire, je vais vous raconter une petite anecdote de quand j'étais étudiant en japonais, un truc un peu marrant qui m'arrivait, enfin assez improbable d'ailleurs. Let's go! Alors le cours est terminé, hein. Là très clairement c'est Sensei qui raconte sa vie. C'était la fin de la première année d'études de japonais, j'étais à Lyon à l'époque, on arrivait de la fin de l'année et on avait ce qu'on appelait une semaine de rattrapage. Tous les cours qui avaient sauté dans l'année, les profs disposaient de cette semaine pour mettre des créneaux pour rattraper les cours qui n'avaient pas eu lieu. Et je savais qu'on avait un jeudi matin où on avait effectivement cours avec une prof qui était un peu particulière, alors moi que j'apprécie énormément, mais qui faisait surtout peur, qui était très exigeante, qui fait peur à pas mal de mes camarades, très stricte notamment sur l'orthographe en français, à raison, je pense notamment. Et du coup voilà, je savais que ce jeudi matin j'avais cours de rattrapage avec elle, mais je ne sais pas du tout à quelle heure. On était le mercredi soir. Je venais de passer la soirée avec une amie japonaise, qui était peut-être à cette époque déjà une ex-japonaise. Enfin, ma copine japonaise, bref, je sais plus. Et je rentre chez moi, il était 23h30, je rentre chez moi, j'attends mon bus. À Grange-Blanche, pour ceux que ça parle, qui habitent à Lyon. Et là, je me dis, putain, mais je sais que j'ai cours demain, j'ai cours de rattrapage demain matin, mais j'ai aucune idée de l'heure à laquelle j'ai rattrapage. Et j'avais la flemme de me connecter parce qu'à l'époque, il fallait se connecter sur le portail étudiant pour savoir ça, j'avais vraiment la flemme, et je me suis dit, à qui je pourrais demander pour savoir à quelle heure j'ai cours de rattrapage? Il faisait nuit, 23h30. Je me dis, je vais forcément faire chez quelqu'un, je vais le réveiller, etc. Et là, devant moi, à 1 mètre devant moi, passe la prof en question, stricte, avec qui j'ai cours le lendemain matin. Mais improbable. C'est-à-dire que je me pose la question et elle me passe devant comme ça. Ah, c'est marrant, dans ça. la rue, à 23h30. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Enfin, imaginez, c'est tellement improbable que oui. tu remets tout en question à ce moment-là. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je vais pas lui parler? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Faut pas hésiter. Et du coup, je vais lui parler. Je lui dis, excusez-moi. Alors elle se retourne, non, c'est vous. Bah oui, à quelle heure on a cours demain matin? Elle me dit, c'est à 7h30. Et en fait, tous les cours commencent à 8h en fait. Et là, je me dis, mais attendez, je suis en train de rêver, c'est pas possible, 7h30, il n'y a aucun cours qui commence à 7h30. Et elle me dit, si, 7h30, je l'ai mis très très tôt, etc. Du coup, bon, ok. Alors je rentre chez moi, je suis content, j'ai mon info. Et le lendemain, j'arrive en cours, j'arrive un poil en retard, je suis le dernier arrivé en classe, tout le monde est déjà assis, il y a déjà la prof, etc. Et quand j'ouvre la porte, la prof me voit, elle fait, ah, c'est vous? Cette nuit, c'était vraiment incroyable. Et là, je la regarde, oui, c'était incroyable, tout le monde me regarde, tout le monde rigole parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Une prof qui vous dit ça quand vous arrivez en classe comme ça. Et du coup, voilà, c'était assez spécial comme anecdote. C'est un très bon souvenir de me souvenir comme ça quand j'étais étudiant en japonais. Je vous en rencontrerai peut-être. Ah, elle est pas mal celle-là. Mais du coup, voilà, c'est la fin de l'heure. La sonnerie sonne. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu, que cette anecdote vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Ah, c'est marrant. Mais elle s'en est pas rendu compte au moment où elle a dit cette nuit. Oh, Julien, c'est vous. Cette nuit, c'était incroyable. Tous les autres élèves en mode quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Quoi? C'est la prof qui fait peur à tout le monde? Quoi? Ouais, je trouve ça marrant. Bon, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant au dernier cours de vocabulaire. Cours de vocabulaire sur la famille d'autrui. Alors j'en ai vu 2-3 dans le chat qui se demandaient pourquoi c'est le dernier cours, je comprends pas. Je l'expliquais en début de live. Parce qu'on termine la saison 2 ce soir des cours de japonais. La saison 3 n'existe pas encore. Parce que Julien n'a pas encore eu le temps de la créer. Tout simplement, elle sera créée dans moult siècles du coup. Pardon, je voulais dire mois, années. Oh pardon, excuse-moi. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que c'est le dernier cours de japonais, puisque nous avons regardé l'intégralité de la chaîne YouTube de Julien. On est bon? Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Il est chaud. Aujourd'hui, on voit un cours de vocabulaire sur la famille d'autrui. En japonais, on a des mots différents selon si on parle de sa propre famille ou de la famille de quelqu'un d'autre, hein, donc la famille d'autrui. Dans le premier cas, quand on parle de sa propre famille, on a déjà vu tout ça dans le cours de vocabulaire de la saison 1 sur les membres de la famille. Et je vous avais dit que du coup, on allait voir plus tard la famille d'autrui. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant entraîné pour les voir? Tout simplement parce qu'on va avoir besoin de suffixes honorifiques et de préfixes et du préfixe o honorifique pour créer des mots super honorifiques. Parce qu'effectivement, quand on parle à quelqu'un, il a sous-entendu tout à l'heure, interlocuteur de sa propre famille, on va exprimer du respect.
On l'a vu Je juste commence avant. par un mot très simple, votre famille, go kazoku. Donc tout simplement kazoku, vous connaissez, avec devant le préfixe honorifique sino-japonais go. Alors votre ou ta famille, hein. Moi je vous mets le vouvoiement pour coller comme ça à l'idée de politesse, mais ça peut également être un tutoiement. Même si on a une certaine proximité avec la personne, on va utiliser les mêmes termes et ce sera le cas pour tous les mots que l'on va voir dans ce cours. Encore une fois, pour tous ces mots, il existe des synonymes. Il y a plusieurs termes qui sont possibles, qui sont existants. Comme d'habitude, vous êtes habitués, je vous donne le mot principal pour rester digeste et surtout cohérent dans les mots que l'on va former. Ce que je vais faire, en fait, je vais me baser sur le cours de vocabulaire des membres de la famille. On va reprendre exactement les 20 mêmes termes. Et puis, à chaque fois, je vais vous donner l'équivalent en mode famille d'autrui. Donc déjà, ça va vous faire une bonne révision. Et puis, on va voir un peu séparément, au cas par cas, comment la version honorifique a été créée. Allez, on commence par mon époux, qui se disait Otto. Alors, petite parenthèse, là je dis mon époux, c'est pour montrer qu'il s'agit du membre de ma propre famille. Hein. Mais quand je dis mon, ça équivaut pas au watashino. Hein. C'est juste que Otto, ça ne peut être que mon époux. Vous comprenez bien? Et ben, du coup, ici, on a votre époux, qui se dit en japonais Goshujin. Donc, vous voyez, ici, c'est un terme différent, et on a le préfixe honorifique sino-japonais go, qui accompagne le terme. Mon épouse, qui était Tsuma. Votre épouse, Okusan. Okusan. Donc ici, vous voyez, on a un suffixe honorifique qui se rajoute. Alors, pour l'instant, on n'est pas sur des mots super honorifiques. Hein. Je vous en ai promis, on en aura par la suite. Ce ne sera pas systématique, mais voilà, pour l'instant, on a juste Oku plus San. Oku, qu'est-ce que c'est? Vous reconnaissez sûrement le kanji, on l'a vu dans le cours de vocabulaire sur les repères spatiaux, hein, ça voulait dire le fond. Et ben voilà, ici, Okusan, ça correspond à votre épouse. Il est très stylé ce petit kanji, j'aime bien sa tête. Mes parents se disaient Ryoshin. Vos parents se dit en japonais Goryoshin. Go. Ah, ça va, ça se ressemble. Ici, vous voyez, j'ai juste ajouté le go sur le mot déjà existant. Ça va, c'est facile. Mon père, Chichi. Votre père, Oto-san. Et là, on est sur un mot super honorifique. Donc, on est sur le format traditionnel O plus kanji plus san. Ici, le kanji va se prononcer to. C'est une nouvelle lecture qui a été créée à cette occasion, qui n'est pas une lecture purement sino-japonaise du kanji du père de base. Sa lecture sino-japonaise, c'est fu, comme dans Sofu, mon grand-père. Donc voilà, ici on va avoir comme ça des mots super honorifiques. Ce sont des mots qui ont été créés tels quels. Hein. C'est pas à vous de les créer. Je vous explique, je vous décortique ça un petit peu pour que vous puissiez les comprendre, mais ce ne sera pas à vous par la suite de créer vos propres mots super honorifiques sur un certain modèle. Je continue. Ma mère, haha. Votre mère, Oka-san. Oka-san. Ici pareil, même principe. Mot super honorifique avec O plus kanji plus san. Et une nouvelle lecture, ka, qui n'est pas la lecture purement sino-japonaise du kanji de la mère, qu'on avait déjà vu, Oka-san, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cours sur les allongements, au tout début de la saison 1, on avait utilisé ce mot pour illustrer l'allongement en A. Oh, un exemple, ok. Mon enfant, Kodomo. Votre enfant, Oko-san. Donc ici, voilà, on a un mot super honorifique avec ko, l'enfant. Ça va, celui-là, il est facile à retenir. Hein. Mon fils, Musuko. Votre fils, Musuko-san. Voilà. Donc ici, par exemple, on n'a pas de O, juste Musuko-san, donc ce ne sera pas systématique. Vous comprenez cette histoire de mots super honorifiques, là on a juste le san après Musuko. Ma fille, Musume. Votre fille, Musume-san. Ça va. Mes grands-parents, Sofubo. Vos grands-parents, Go Sofubo. Ça va aussi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais chaque terme réagit un peu différemment. Il n'y a pas une règle propre qui permette de couvertir tous ces termes en mode famille d'autrui avec un certain côté honorifique. Malheureusement. Les mots sont un peu différents les uns des autres. Il y en a certains c'est go, il y en a certains c'est san, il y en a certains c'est un mot super honorifique. Donc, il faudra ça les apprendre au cas par cœur. Mon grand-père, Sofu. Votre grand-père, Oji-san. Ici, mot super honorifique avec ji, nouvelle lecture sur ces deux kanji, les kanji de Sofu. Ma grand-mère, Sobo. Votre grand-mère, Oba-san. Oh. Pareil, mot super honorifique avec ba, nouvelle lecture sur ces deux kanji. Oba-san, ça me disait quelque chose. Ça. Mon petit enfant, Mago. Votre petit enfant, Omago-san. Voilà, mot super honorifique sur Mago. Je saute pour l'instant mon jumeau. On le verra après, les frères et les sœurs, vous comprendrez pourquoi. Ah, ok. Mon frère aîné, Ani. Votre frère aîné, Oni-san. Mot super honorifique avec une nouvelle lecture sur le kanji de Ani, Ni. Et c'est un mot qu'on avait déjà vu dans le cours sur l'allongement. L'allongement en I, je vous l'avais illustré avec Oni-san. Mon frère cadet, Oto-Oto. Votre frère cadet, Oto-Oto-san.
Et puis, je vous avais également mis ma fratrie, kyodai. Ici, en version honorifique, votre fratrie, go kyodai. Ma sœur aînée, Ane, votre sœur aînée, One-san. Mot super honorifique avec une nouvelle lecture née sur le kanji de Ane. Hein, et encore une fois, c'était un mot qu'on avait vu dans le cours sur l'allongement en E. Voilà, on a retrouvé les trois mots en fait, que j'avais pris dans la famille d'autrui pour illustrer l'allongement en A, en I et en E. Tout se tient. Ma sœur cadette, Imooto, votre sœur cadette, Imooto-san. Je reviens du coup sur mon jumeau, ma jumelle, c'était Futago. Votre jumeau, votre jumelle, Futago no Oni-san. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On récupère Futago, le frère on a aîné. un no déterminant, et après on met Oni-san ou bien Oto-Oto-san, One-san, Imo-Oto-san, on va mettre en fait celui qui correspond parce qu'en fait, en japonais, on n'a pas juste une notion de frère, on a forcément une notion de frère aîné, frère cadet, sœur aînée, sœur cadette, donc on est obligé de savoir et qu'on précise comme ça Futago no Oni-san. C'est un peu comme en français quand on dit ton frère jumeau. On dit voilà, ton frère, Oni-san, et puis on précise jumeau avec le no déterminant. Donc c'est pas évident parce qu'on est obligé de savoir si le jumeau est aîné ou cadet, lequel concrètement est né en premier ou en second. Alors je crois que celui qui est né en second est l'aîné, mais je crois que c'est pas pareil dans tous les pays, donc là-dessus renseignez-vous. Ah oui, putain. Demandez à la personne, comme ça au moins vous risquerez de ne pas la froisser. Quel bordel. Futago no Oni-san, etc. C'est des termes qui, même pour les japonais, ne sont pas très naturels, tout simplement parce qu'on les utilise extrêmement rarement. Je continue. Mon cousin, ma cousine, Itoko. Votre cousin, votre cousine, Oitoko-san. Voilà, ici je vous ai mis tout ça en kana. Vous savez que Itoko, il y a la bonne dose de kanji qui font un peu... qui embêtent ça tout le monde. Ira, ça ira, ça ira. Que je suis un petit peu grossier. Il y en a plein. Bon, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez remplacer les kanji avec les 4 nuances que vous connaissez, je l'espère déjà. Encore une fois, Oitoko-san, c'est un mot qui n'est pas du tout évident pour les japonais. J'ai demandé à beaucoup de japonais comment ils diraient comme ça le cousin d'une personne. Et ils n'ont pas trop su me dire, mais bon, j'ai vérifié dans un livre de sources sûres. Effectivement, le mot existe bel et bien. Mon oncle, Oji. Votre oncle, Oji-san. Là, je vous mets le kanji quand il s'agit de l'oncle aîné, mais vous avez compris, vous pouvez remplacer les kanji quand il s'agit de l'oncle cadet. Là, attention, ce n'est pas un mot super honorifique. Hein. Oji, certes, mais en fait, le O de Oji fait partie des kanji. Hein. Et puis, attention à ne pas confondre Oji-san de l'oncle avec Oji-san qu'on a vu tout à l'heure pour le grand-père. Tu vas le vexer sinon. Ma tante, Oba. Votre tante, Oba-san. Encore une fois, je vous ai mis les kanji de la tante aînée. Vous pouvez le remplacer par les kanji de la tante cadette si vous le voulez. Pareil, hein, c'est toujours pas un mot super honorifique. Le O de Oba fait partie des lectures des kanji. Et encore une fois, ne pas confondre avec Oba-san, avec le A allongé, pour dire votre grand-mère. Allez, j'arrive sur les termes que tout le monde déteste, qui sont beaucoup moins connus par les japonais parce que beaucoup moins employés au quotidien. Alors, mon beau-frère aîné, cadet de mon conjoint, c'était Gike Gitei. Ma belle-sœur aînée, cadette de mon conjoint, c'était Gishi Gimai. En version honorifique, je vous mets votre beau-frère aîné, votre beau-frère cadet, votre belle-sœur aînée, votre belle-sœur cadette. Qu'est-ce que ça nous donne? Oni-san, Oto-Oto-san, One-san, Imo-Oto-san. Ah ouais. Donc, vous remarquez que ça se prononce exactement comme le grand frère, le petit frère, la grande sœur, la petite sœur. Mais au niveau des kanji, c'est différent. En fait, on va mettre les lectures de grand frère, petit frère, grande sœur, petite sœur sur... Vous voyez, ici, c'est pas simplement le kanji du grand frère, c'est le kanji du beau-frère en fait. Hein. Et ici, beau-frère cadet, belle-sœur, belle-sœur cadette. Ah putain, d'accord. Donc, Ok. au niveau de l'écriture, on reconnaît bien que c'est beau-frère, belle-sœur, mais au niveau de la lecture, bah, ça se prononce comme les frères et les sœurs de tout à l'heure. Hein. Oni-san, Oto-Oto-san, One-san, Imo-Oto-san. Voilà, je vous ai prononcé tous ces mots Un gros bloc. des phrases en français, donc sans faire attention à l'intonation en japonais. Si jamais vous voulez vous intéresser à ça de près, je vous laisse voir du coup la fiche d'intonation que vous avez comme d'habitude en description de la vidéo. Je récapitule pour bien tout différencier. Quand on parle de sa propre famille, à quelqu'un qui est extérieur à sa famille, par exemple ma mère, on va dire haha. Hein, ici, on parle de sa propre famille. C'est les termes qu'on a vus dans le cours de vocabulaire sur les membres de la famille.
On a une idée de modestie, c'est ce que je vous avais expliqué dans le cours sur les suffixes honorifiques. On parle de son propre groupe avec modestie. Quand on parle de la famille d'autrui, votre mère par exemple, on va dire Oka-san. C'est ce que l'on vient de voir, on a des termes honorifiques pour mettre en valeur, pour avoir du respect envers l'interlocuteur lorsque l'on parle des membres de sa famille à lui. Et c'est aussi ces termes honorifiques que l'on va utiliser quand on s'adresse à sa propre famille. Quand on parle à sa propre mère, on va également dire Oka-san. Pour avoir comme ça un aspect respectueux quand on s'adresse à sa propre mère. En français, par exemple, ce serait mère. On appelle sa mère mère. On a comme ça cet aspect un peu respectueux, cette manière d'appeler sa mère. C'est un concept. Dans ce cas, il est possible d'enlever le préfixe o, simplement ka-san. Alors c'est un tout petit peu moins poli, mais ça reste honorifique et du coup c'est valable pour les autres termes. Ni-san, ne-san pour le grand frère ou la grande sœur. C'est maintenant que dans le chat, la moitié des personnes se disent « Ah, mais c'est pour ça que Oni-san... je comprends mieux. Ah, d'accord. » Ces termes honorifiques sont utilisés en général par les enfants envers leurs parents, leurs grands-parents ou leurs aînés dans une fratrie. On a comme ça cette idée de respect vers le haut, envers les membres de leur propre famille. Mais bon, bien sûr, ça dépend des familles. Il y a des enfants qui appellent leurs parents papa ou maman. Bien sûr, chaque famille fait un peu comme il le veut. Papa ou maman, c'est extrêmement utilisé, très très courant au Japon. Ah, ouais. Et puis, pour finir, on a certains couples. Dans certains couples, ka-san va être utilisé par un père pour parler à sa propre épouse et to-san par une mère pour parler à son époux. Ça se fait également. Ceci étant dit, si jamais on veut mettre davantage de respect sur ces termes, on va pouvoir remplacer le san par sama. Par exemple, quand on parle de la femme de son interlocuteur de manière très poliment, au lieu de okusan, on peut dire okusama. Voilà, en remplaçant tout simplement un san par sama, vous comprenez, c'est davantage de respect, c'est un suffixe honorifique qui est plus respectueux que san. Ou par exemple, quand une fille parle à son propre père très poliment, elle peut dire au lieu de Oto-san, Oto-sama. Voilà, donc le même principe. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous connaissez Lucina, le personnage de Fire Emblem qu'on a également dans Smash. Pour faire simple, dans le jeu dont elle est issue, il y a son père aussi, et elle appelle son père Oto-sama. Voilà, sur ma feuille, j'ai mis des petits cours à côté de Lucina, mais bon, vous n'êtes pas obligé de savoir pourquoi. Et puis, on peut également ajouter une nuance affective sur... Vous vous rendez compte que depuis le début du cours japonais, Julien il a totalement assumé que Lucina c'était sa waifu ultime. Je le dis comme ça. Ces termes, où cette fois au lieu de san, on peut mettre tout simplement chan. Par exemple, un enfant qui parle à son frère aîné, au lieu de dire oni-san, il peut dire oni-chan, ou juste ni-chan, en enlevant le o comme on l'a vu précédemment. Ici, chan est aussi bien masculin que féminin. On a vu qu'initialement c'était une particule, c'était un suffixe honorifique qui était essentiellement féminin. Ici, il peut s'appliquer aussi bien aux hommes que aux femmes. Utiliser chan comme ça sur le nom d'une personne, ça implique une certaine proximité. Donc bien sûr, en général, ça s'utilise au sein d'une même famille, mais on peut également l'utiliser envers le membre d'une famille d'autrui si, encore une fois, on est comme ça assez proche. Donc voilà, on a 3 niveaux honorifiques, affectifs, avec du coup sama, san et chan, on peut interchanger les 3, et d'ailleurs ces 3 suffixes honorifiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont quand même assez liés. Bon, déjà on voit bien qu'ils sont sur 3 niveaux, sama, san et chan, et puis en fait, sama et san, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le kanji de sama peut également se prononcer san, en fait c'est aussi une lecture purement japonaise de ce kanji, donc en fait sama serait une version plus polie de san, et puis chan, on a l'impression en fait qu'on l'a créé à partir de san, c'est un san prononcé de manière mignonne. San, chan, donc en fait on est sur un san un peu moins poli. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez, on a aussi une version encore plus mignonne de chan qui est tan, utilisée pour les enfants. Donc voilà, on a comme ça différents niveaux d'un même suffixe sur différents niveaux d'honorifique ou d'affection. C'est intéressant ça. Voilà, ensuite. C'est un gros bloc ce cours, mais il est très intéressant je trouve. Et oui. Dernière chose, à la fin du cours sur les suffixes honorifiques, je vous avais parlé de monsieur, madame, je vous avais donné oji-san et oba-san, mais je vous avais dit qu'on verrait plus tard que on a d'autres termes qui permettent de nuancer comme ça les âges, l'âge de la personne à qui on s'adresse. Alors, quand on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas de sa propre famille, par exemple quelqu'un dans la rue, quand il s'agit de quelqu'un d'âge moyen, donc je vous les remets, on a pour un homme oji-san, pour une femme oba-san. C'est ce qu'on a vu dans le cours sur les suffixes honorifiques, cette fois-ci je vous précise les kanji. Quand on s'adresse à quelqu'un de jeune, pour un homme, oni-san, pour une femme, one-san. Quand on s'adresse à quelqu'un d'âgé, pour un homme, oji-san, pour une femme, oba-san.
Et ici, vous remarquez que ces 6 mots, ces 6 termes sont tous des mots issus du cours de vocabulaire que l'on vient de voir. En fait, en japonais, on assimile un inconnu à une personne de même âge dans son entourage proche, en fait. C'est-à-dire qu'un homme d'âge moyen, alors ça va pas être son père, parce que son père c'est quand même quelqu'un de très direct, mais ça va être son oncle par exemple, ça va être sa tante. Il a le même âge que mon oncle ou ma tante. Une personne vieille, âgée, va avoir le même âge que mon grand-père ou ma grand-mère. Ou une personne jeune va avoir le même âge que mon grand frère ou ma grande sœur. Et du coup, on récupère ces termes-là pour s'adresser directement à ces personnes-là quand elles sont inconnues. Ah mais c'est rigolo ça. C'est également une chose qu'on fait en français. Hein. En français, une personne âgée, par exemple un homme âgé, on peut dire c'est un grand-père. Mais en fait, on n'en sait rien s'il a des enfants, des petits-enfants. Mais ça se dit, hein, on regarde le grand-père dans la rue ou la grand-mère. Et ben voilà, en japonais, on élargit même ça à un oncle, une tante, un grand frère, une grande sœur, pour parler d'un homme ou d'une femme d'âge moyen ou assez jeune. C'est logique. En général, tous ces termes sont utilisés par des enfants qui se reconnaissent beaucoup dans le rapport d'âge avec les personnes concernées. Il y a certains adultes qui utilisent également ces termes, mais bon, en général, ils font ça pour faire un peu amical, mais c'est un peu mal vu, donc c'est surtout utilisé par des personnes jeunes. Ah, c'était intéressant ça. Oui, aussi faites attention à ne pas vexer une femme en l'appelant Obasan. Vous savez, c'est comme en français quand on appelle une femme madame et qu'elle préférait qu'on l'appelle mademoiselle. Et ben en japonais, il y a des femmes au Japon qui se vexent quand on les appelle Obasan. Elles devraient préférer qu'on les appelle One-san. Donc voilà, attention à ça. Moi, j'ai une amie japonaise qui m'a dit attention, si tu m'appelles Obasan, je vais me vexer. L'alternative qui vous permet de ne pas vous tromper au niveau de l'âge, quand vous interpellez une personne dans la rue, vous dites sumimasen. Excusez-moi, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas la déranger au niveau de son âge. Le premier mot que j'ai appris quand je suis allé au Japon. Avec elle là-dessus. Sumimasen. Au niveau des kanji, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des kanji différents que ceux qu'on avait utilisés pour oncle aîné cadet, tante aînée cadette et grand-père grand-mère. Alors autant pour grand frère et grande sœur, ce sont les mêmes kanji, mais dans les autres cas, ce sont des kanji différents pour avoir du coup cette nuance. Hein. À l'écrit, on a la nuance parce que c'est pas tout à fait en fait les membres de sa propre famille. Mais bon, à ce niveau-là, les Japonais ne se prennent pas la tête, ils ne connaissent pas forcément toutes ces nuances de kanji, donc en général, ils écrivent tout en hiragana, et de manière générale, je pense que vous avez compris, quand des kanji sont chiants, on écrit le mot en hiragana. Oui, mais tant mieux, tant mieux. Quand ça dépasse en général, ces termes-là, ces termes qu'on vient de voir, sont mal traduits. Quand on les a par exemple dans des mangas, dans des films, dans des jeux ou quoi, souvent en fait, monsieur, donc Oji-san, c'est traduit par oncle. Jeune femme, grande sœur, c'est traduit par donc One-san, c'est traduit par grande sœur. En fait, parce que certes c'est le même mot, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même contexte, donc on peut pas les traduire comme ça. Moi je pense notamment dans Tales of Symphonia, qui est un jeu que j'avais fait sur Nintendo GameCube. Il y a un mini-jeu où en fait on a différents messieurs dans la rue qu'il faut classer par ordre d'arrivée, ils font une course, etc. Et en fait en français, le jeu s'appelle le jeu des oncles. Mais en fait, c'est pas des oncles, en fait, c'est des messieurs. C'est Oji-san, en fait. Je me rappelle. Donc, ce sont des messieurs, mais ce ne sont pas des oncles. Et en fait, très souvent, comme ça, en fait, les traducteurs ne sont pas forcément avertis ou très attentifs là-dessus et traduisent grande sœur, oncle, etc. Alors qu'en fait, il n'y a aucun lien de parenté envers les personnes concernées. Tale of Symphonia. Ok, je termine juste en vous mettant une dernière version, une version enfant pour ces termes. Quand il s'agit d'une petite fille, on va dire Ojo-san. Voilà, quand on parle d'une petite fille ou de la fille d'autrui. Le terme est également utilisé par des pervers pour s'adresser aux ados, en leur donnant comme ça une petite connotation très jeune, mais en général, quand c'est utilisé dans ce cadre-là, c'est assez mal vu, hein, c'est assez particulier. Et la version petit garçon, qu'on va aussi utiliser pour parler du fils d'autrui, on va utiliser le titre non honorifique Bo. On va créer un mot super honorifique, Obo-san. Alors, Obo-san, là, ça veut dire précisément un bonze. Donc en fait, ici, pour bien différencier du bonze, on va utiliser chan, et ça donne Obo-chan. Donc vous voyez ici, on a une petite pause qui s'est glissée au milieu dans la prononciation. Obo-chan, ça veut dire concrètement un petit moine. Hein, vous savez, en français, très facilement, une petite fille, on dit que c'est une petite princesse. Et bah au Japon, dans la culture, on dit qu'un petit garçon, c'est un petit moine. Hein, c'est à ça qu'on l'assimile. C'est marrant. On a vraiment l'influence du bouddhisme qui crée comme ça un terme un peu rigolo. Obo-chan, c'est un terme qui fait un peu vieux, hein, qui va être essentiellement utilisé par les personnes âgées et qui a une certaine connotation enfant de famille riche, hein, envers l'enfant envers lequel le terme est employé. Ok, j'ai terminé sur mon cours de vocabulaire, donc avec les cours de la propre famille et les cours de la famille d'autrui, on a terminé avec la famille. C'était un cours de vocabulaire un peu chargé, je vous l'accorde. Déjà, le premier cours de vocabulaire sur la famille était chargé en kanji et en nuances. Oui, ici, c'est le cas aussi, mais je suis sûr que
Ça vous fait souffrir, mais ça vous fait plaisir. Non, franchement, je l'ai trouvé intéressant. C'était le dernier cours, tout simplement, de la saison 2. Donc on passe maintenant au bilan. J'espère que vous êtes prêts. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Il l'a dit. Il l'a dit de manière si normale. Ah, c'était le dernier cours, au revoir. Aïe, j'ai mal. Ce cours était un énorme bloc de vocabulaire et surtout de kanji à avaler. Terrible. Mais qu'est-ce que c'était intéressant. 20 minutes il a duré ce cours. J'ai pas eu l'impression qu'il a duré 20 minutes. C'était trop bien. Tale of Symphonia, faites-le. Il est cool. Donc, vous êtes prêts pour ce petit bilan de la grammaire japonaise, de tout ce que nous avons vu sur la saison 2. Là, ça va être bien. J'aime bien les bilans. Ça nous fait des rappels de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est plutôt cool. Merci encore, Julien, pour ces cours de japonais. Tu gères tellement. Rappelez-moi, le chat, hein, qu'il faut qu'on écoute les vocaux de Julien qui m'a envoyé sur Instagram. Normalement, je devrais pas l'oublier, mais on sait jamais. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Je suis prêt. Allez, on est parti pour le bilan sur la grammaire japonaise, hein, sur cette saison 2, cette partie 2 des cours de japonais. Vous avez eu 28 cours de grammaire, 18 cours de vocabulaire, c'est beaucoup plus qu'il y en avait eu dans la saison 1, mais on verra tout à l'heure que le vocabulaire c'est extrêmement important. Oui, ah oui. Cette saison 2 était elle-même séparée en deux sous-parties. La première s'intitulait la formation d'une phrase japonaise, dans laquelle vous avez appris à construire votre phrase à partir d'un verbe, hein, grâce aux différentes... Je fais une pause parce que je suis limite nostalgique de tout ce qu'on a appris avec Julien, et j'ai limite envie de me remater tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui dans la saison 2, tellement je sais que c'était intéressant, tellement je sais que c'était facile à appréhender, et tellement j'ai envie d'y arriver en fait, donc c'est trop bien, trop bien. Particules grammaticales, vous avez appris à organiser les différents compléments de la phrase. Je ne vous fais pas de récapitulatif dessus parce que je vous en ai déjà fait un dans le cours récapitulatif des particules japonaises. Et la seconde sous-partie s'intitulait les spécificités de la langue japonaise, dans laquelle on a vu toutes ces nuances qui existent en japonais et qui n'existent pas en français. Vous avez appris à personnaliser vos phrases et à nuancer le discours selon les différents rapports entre le locuteur et l'interlocuteur. N'hésitez pas à bien revoir tous ces cours-là, à les remater tous une nouvelle fois, du début jusqu'à la fin, à reprendre tout depuis le début. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans le bilan de la saison 1. Quand on revoit des choses qu'on a déjà apprises, que l'on connaît déjà, ça nous permet de consolider, de mieux appréhender certaines petites nuances, certaines petites subtilités, et du coup, on consolide nos acquis, donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Les exercices aussi, ça a une part très importante. Faire les exos et les corrections, ça aide énormément. Ça m'avait beaucoup aidé pour la saison 1. Vous maîtrisez maintenant, alors dans un premier temps, l'écriture de la langue japonaise, et puis dans un second temps, la grammaire japonaise. Vous savez construire vous-même vos propres phrases, avec beaucoup de détails, avec différentes nuances. Ah putain, je voulais dire un truc. Julien, est-ce que je te regarde dans les yeux pour te faire cette demande, du coup, parce que je sais que tu vas peut-être la refuser, mais étant donné que durant toute la saison 1, tu étais habillé avec ce vêtement-là, et pendant toute la saison 2, tu étais habillé avec ce vêtement-là. Je l'ai bien remarqué qu'il y avait un code vestimentaire par saison. Est-ce que tu peux nous spoiler, ou voire nous teaser, quel sera ton vêtement de la saison 3, du coup? Est-ce que j'ai le droit de poser cette question? Si tu ne veux pas y répondre, je l'entendrai, je le comprendrai. Il a dit non. il a dit non. Eh ben voilà, la réponse brève. Il a dit non. Eh ben écoutez, on verra ça le moment venu alors. C'est un non. Il y a des différentes nuances, et vous comprenez maintenant pourquoi il était très important pour moi de ne pas vous donner des phrases ensuite à apprendre par cœur, comme ça peut être le cas dans d'autres enseignements. Vous savez toutes ces phrases par cœur que vous auriez pu apprendre et réciter bêtement, vous savez maintenant toutes les créer vous-même, pièce par pièce. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand on apprend des phrases par cœur, au-delà de la phrase par cœur qu'on a apprise et qu'on ne comprend même pas, on ne sait rien faire. Et ben vous savez tout créer de vos propres mains, et ça, c'est extrêmement important, parce que ça vous donne déjà une maîtrise, une compréhension de la langue japonaise très grande, et puis surtout une liberté de création infinie. On va maintenant passer à la saison 3 des cours de japonais qui s'intitule la conjugaison japonaise. Alors, qu'est-ce que c'est que la conjugaison? Je vous avais dit au début de la saison 2 qu'il n'y avait pas de conjugaison en japonais. Alors, effectivement, ce ne sera pas de la conjugaison comme on l'a, nous, en français, mais en japonais, le verbe, qu'on a pour l'instant juste mis à la fin de la phrase,
va changer de forme. En fait, en japonais, il y a deux choses différentes. La grammaire, ce qu'on a fait dans la saison 2, c'est tout ce qui se passe avant le verbe. Vous savez que le verbe, il est à la fin de la phrase, et tout ce qui se passe avant le verbe, les compléments, la phrase en fait, c'est la grammaire. Ça, c'est bon, on le sait, c'est validé. Ok. Et puis le verbe, il va changer de forme. Il va parfois prendre des terminaisons bizarres, il va se mettre notamment au négatif, au passé ou à la forme polie, dont on a beaucoup parlé par moment dans cette saison 2, pour être cohérent avec la politesse qu'on a pu voir, notamment dans la deuxième sous-partie. Donc ce verbe, il va lui arriver plein de choses. Il va parfois prendre des terminaisons, parfois il va être super long, il va être super complexe, et tout ça, tous les changements que le verbe va pouvoir avoir, on va le voir dans la saison 3 des cours de japonais. Pour moi, c'est extrêmement... Alors, je refais une parenthèse, je le répète, la saison 3 des cours japonais ne sortira pas d'un blog, d'accord, elle sortira épisode par épisode. Et non, on les fera pas en live comme on a fait les 2 premières saisons ensemble sur Twitch, d'accord. Je vous inviterai à les faire de votre côté. Moi, ce qui est intéressant, c'est que j'aurai pas plein de vidéos différentes à voir, mais juste au cas par cas, dès qu'une nouvelle vidéo sortira, je saurai que j'ai un nouveau cours qui est sorti. Et là, je vais dire, bon, voilà, maintenant, je vais pouvoir me poser, l'étudier comme il se doit, me dire, il va pas y avoir 1 milliard de cours après qui suivent et tout. Ça va être beaucoup plus carré. Voilà. Mais on ne le fera plus ensemble, malheureusement. Mais on se retrouvera plus tard, sûrement, pour comparer nos connaissances et notre apprentissage. Extrêmement important qu'on ait d'abord tout ça pour dire que je suis content maintenant, parce que maintenant que je suis ça fait longtemps que je suis abonné à la chaîne YouTube de Julien Fontanier, mais en vérité, il y avait la plupart des vidéos quand elles sortaient, je voulais pas les regarder, ou je pouvais pas les regarder parce que tout simplement c'était la saison 2 et moi j'étais à peine aux 3 premiers épisodes de la saison 1 et tout, et ça n'avait aucun sens de regarder un cours qui je n'aurais rien compris en fait, comme sûrement des gens qui arrivent sur ce live Twitch et qui voient la phrase écrite en vert et en bleu, là ils comprennent absolument rien, tu vois. Donc du coup maintenant je suis content de me dire que les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de Julien, je pourrais les regarder normalement. Dans la minute qui suit, je peux la regarder, poser, j'arriverai à suivre. Et ça fait grave plaisir d'avoir réussi à rattraper le rythme, c'est cool. On voit dans la grammaire, et ensuite, on verra la conjugaison après. En fait, la conjugaison, vous allez voir, ça vaut bien une partie, ça mérite qu'on lui accorde une partie entière, parce que ce sera, je vous le dis honnêtement, ce sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que la grammaire. Autant la grammaire, c'est on met des particules, etc. Bon, ça va. La conjugaison, ça demandera une vraie gymnastique mentale, presque mathématique en fait, et honnêtement, je vous le redirai, mais en japonais, il y a deux murs face auxquels deux murs de difficulté. La première, c'est l'apprentissage. Le premier, c'est l'apprentissage des kanas. Si on passe pas l'apprentissage des kanas, ça ne passe pas. Et le second mur de difficulté, c'est la conjugaison japonaise. Et vous verrez que franchement, le niveau de difficulté va être bien supérieur à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais vous serez extrêmement content, quand on verra la conjugaison, de ne pas avoir des particules nouvelles qui arrivent par-ci par-là. Donc c'est pour ça que j'ai préféré voir dans un premier temps la grammaire. Bon. Et allez, on est ready. Tout ce qu'on a vu dans la grammaire, tout n'était pas primordial. Il y a certaines choses qu'on a vues qui seront moins importantes, donc que vous utiliserez beaucoup moins que certaines choses qu'on verra dans la saison 3. Mais pour moi, c'était vraiment important qu'on voit tout ça d'un coup. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus, les grammaires, c'est bon. Et du coup, saison 3, on se concentre à fond sur les verbes. Ça va. Bon courage, Julien, tout ça pour vous dire que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir en japonais, mais bon, c'est normal, vous êtes en train d'apprendre une langue, c'est quelque chose qui se fait de manière longue et progressive, vous n'êtes pas en train d'apprendre à, je sais pas, faire des lacets ou à ouvrir une huître. Donc voilà, ça va prendre du temps encore, mais c'est normal. Comment tu as pu sortir cet exemple d'ouvrir une huître ? À ce moment-là de la vidéo, tu devais, il n'y a pas longtemps, avoir appris à ouvrir une huître. Ça peut pas venir soudainement dans ta tête, ce genre d'exemple. Mais oui, sincèrement, bon courage Julien pour faire les cours si c'est aussi compliqué que ce que tu dis. Déjà que je sais que t'en as chié pour les 2 premières saisons, surtout la saison 2, mais alors la saison 3, là. Allez, motivation extrême. Allez, je vous assure qu'à terme, vous jouirez d'un pouvoir sans limite. Tout ce que vous savez maintenant, tout ce que vous avez appris sur le japonais, sur la grammaire japonaise, entraînez-vous à l'utiliser. Entraînez-vous à parler en japonais et à parler à l'oral. Vous verrez que sortir une phrase comme ça du tac au tac à l'oral, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile que quand on est au calme sur une table avec une feuille, un crayon, qu'on peut faire notre phrase en 5 minutes, on peut regarder dans le dico, on se dit alors où est-ce que je mets ma particule, etc. Non, là on vous demande de sortir la phrase du tac au tac comme ça à l'oral, c'est un exercice qui est différent auquel il faut absolument que vous vous entraîniez. Et puis à l'inverse, entraînez-vous à comprendre des phrases à l'oral. Quand on vous dit une phrase à l'oral, quand un japonais vous dit une phrase, vous n'êtes pas à l'écrit avec la phrase à l'écrit en mode à étudier, oui. Particule, attends, ça je vais le chercher dans le dictionnaire, ça je sais pas, etc. Non, la phrase, il vous l'a dit en une poignée de secondes et vous devez la comprendre au moment où il vous l'a dit, parce que dès que la phrase est terminée, il enchaîne sur une autre, il enchaîne sur une autre, il enchaîne sur une autre. Donc,
les phrases, il faut les comprendre comme ça du tac au tac, ça c'est un exercice différent, il faut absolument que vous vous entraîniez à faire ça, vous verrez dans la partie, dans l'examen, il y aura une partie orale où je vous prononcerai des phrases en japonais, donc voilà, c'est un exercice auquel il faut absolument que vous vous échauffiez la compréhension, la création orale et la compréhension orale du japonais. Donc pour ça, vous devez pratiquer avec des gens ce que vous avez appris, et idéalement avec des japonais, et vous leur demandez de vous corriger si vous faites des fautes. Et vous faites des fautes, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler en japonais, qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas essayer de faire des phrases parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Mais en fait, faire une faute, c'est pas grave, c'est même indispensable en fait à la progression. Pour progresser en japonais, pour maîtriser la langue japonaise, vous êtes obligé de tomber, comme quand on tombe, quand on marche, vous êtes obligé de faire des fautes pour savoir ce que vous ne maîtrisez pas, pour savoir, vous rendre compte de là où vous vous trompiez, et puis pour progresser. Faire des fautes, c'est pas un chemin alternatif un peu honteux qu'on pourrait éviter. Non, c'est le chemin principal. Vous êtes obligé de faire des fautes pour progresser. Et là-dessus, j'insiste énormément. Ouais, j'en profite pour faire une parenthèse. Je crois que c'est Julien qui l'avait déjà dit dans une de ses vidéos. Je suis pas sûr, j'ai peur de confondre avec quelqu'un d'autre. Mais vous, de votre côté, si vous avez l'occasion de côtoyer des gens qui sont pas forcément français, mais qui parlent un peu français, mais qui font des erreurs, par exemple, quelqu'un qui vient, tu vois, qui parle anglais à la base, ou qui parle espagnol, ou je sais pas quoi, ou même japonais, tu vois, et qui parle un peu français, mais qui fait des fautes, si il fait des fautes à l'oral et que vous les remarquez, surtout, dites-le, en fait. Voilà, c'est exactement ce qu'il disait, dites-le, parce que si vous ne le dites pas, parce que vous voulez pas gêner la personne, vous voulez pas l'embêter à le reprendre toutes les 5 minutes parce qu'il ou elle fait une faute en fait. Et bien imaginez que d'autres personnes pensent comme vous, et bien la personne qui parle, elle va être persuadée que vu que personne la reprend tout le temps, et bien elle continuera à faire cette faute. Par exemple, au lieu de dire la maison, cette personne dit le maison, tu vois, ça a tilté dans ton oreille, mais tu vas pas l'interrompre dans sa phrase pour le faire dire non, c'est pas le maison, c'est la maison, tu vois, parce que tu as compris le sens de la phrase, donc tu te dis bon, ça passe. Mais en vrai, je m'en suis moi-même rendu compte en côtoyant quelqu'un qui vient des États-Unis et qui parle anglais du coup, qui fait des erreurs comme ça. Non, en fait, il faut continuellement reprendre. Bon, c'est vrai que toutes les 30 secondes, ça peut être un peu chiant, mais de temps en temps reprendre, et c'est important pour l'apprentissage de la personne et pour l'aider à s'intégrer de plus en plus. Du coup, évidemment, pas toutes les 5 secondes, bien sûr, mais ne pas fermer les yeux sur toutes les fautes en fait, parce que sinon je pense que ce n'est pas lui rendre service, tu confortes la personne dans des erreurs qu'elle fait sans le savoir en plus. Ça c'est ce qu'il y a de pire. Si vous n'avez pas d'amis japonais, l'alternative éventuellement c'est de penser le plus possible en japonais dans votre tête. Vous ne pouvez pas parler comme ça à l'oral, vous faites dans votre tête. Je sais pas, au quotidien, je sais pas, vous allumez un interrupteur, vous ouvrez la porte, je sais pas, vous ouvrez le frigo. Tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, vous le pensez en japonais dans votre tête. Ça vous incite comme ça à créer des phrases. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelqu'un pour être amené à créer des phrases. Et éventuellement, tout ce que vous pensez, prononcez-le à l'oral. Même si vous êtes tout seul, prononcez-le à l'oral, parce qu'on a vraiment la gymnastique de la langue, etc., qui est encore un exercice différent de la pensée. Donc voilà, entraînez-vous au maximum. Si jamais vous êtes entouré de personnes qui ne vous connaissent pas forcément, prononcez peut-être pas comme ça des phrases en japonais, parce qu'ils risquent de vous regarder un peu bizarrement, mais voilà. J'insiste, entraînez-vous. Et puis dernière chose, si jamais vous n'avez pas de vocabulaire, si jamais vous ne connaissez pas le vocabulaire des phrases que vous aimez créer, cherchez-le. Ah oui, impérativement, cherchez-le, parce que c'est extrêmement important pour vous que vous ayez l'autonomie, l'initiative de chercher les mots de vocabulaire qui vous manquent en fait, dont vous avez besoin pour créer vos phrases. Dans mes cours de vocabulaire, je ne vous ai pas mis tous les mots de la langue japonaise, il y a plein de mots que je ne vous ai pas mis, des mots importants, donc ces mots-là, c'est à vous de les chercher, et vous ne pouvez pas faire ça en fait. Au quotidien, s'il y a un mot qui vous manque, c'est un mot que vous devez savoir puisque vous l'avez croisé au quotidien. Donc cherchez-le, apprenez-le et comme ça, vous pourrez voler de vos propres ailes en japonais. Le vocabulaire, vous vous rendrez compte à quel point c'est indispensable. Si vous manque des mots de vocabulaire, même si vous maîtrisez l'intégralité de la grammaire japonaise, vous êtes incapable de dire les phrases que vous souhaitez dire. Donc le vocabulaire, c'est tout un pan de la langue japonaise. Il y a la grammaire, la conjugaison, l'écriture certes, mais le vocabulaire, c'est tout un pan. Et vous êtes obligé d'apprendre du vocabulaire, sinon, même en maîtrisant tout le reste, vous ne réussissez pas à dire en fait ce que vous voulez dire. Ok, à la limite, pour assimiler des structures simples de phrases et pour les sortir de manière fluide, vous pouvez apprendre par cœur des phrases, des courtes phrases, à condition que vous les compreniez bien. Par exemple, les phrases que je mets dans mes cours, les petites phrases avec peu de mots, pour illustrer un point précis grammatical, apprenez-les par cœur, et puis comme ça vous grave dans la tête en fait une petite structure grammaticale que vous pouvez décliner avec d'autres mots de vocabulaire de manière un peu plus instinctive, ça peut vous aider, ou si jamais vous regardez des animés, des mangas, ce genre de choses, ou vous lisez des mangas, répétez les phrases des personnages que vous aimez bien. Moi c'est ce que je faisais quand j'apprenais le japonais, et ça m'a énormément aidé. Je pense par exemple à Mewtwo dans Smash Bros, quand il gagne un combat, il dit « Watashi wa naze koko ni iru no ka ?»
j'ai pas le talent pour imiter Mewtwo, mais il dit cette phrase. Cette phrase, vous êtes capable de la connaître. Hein. Watashi wa naze koko ni iru no ka, vous comprenez tout, il n'y a rien qui vous est inconnu, donc puisque vous la maîtrisez, et apprenez-la par cœur, répétez-la, et puis le jour où vous voudrez poser une question avec pourquoi, comme c'est le cas dans cette phrase, hein, pourquoi est-ce que je suis ici, hein, concrètement, et vous aurez déjà cette structure qui vous permettra peut-être une certaine fondation grammaticale dans votre tête, ça peut vous être utile. Bon, maintenant que tout ça a été dit, j'ai ma chaussure qui se coince, maintenant que tout ça a été dit, on va passer à l'examen de la saison 2. Donc... Moi personnellement, j'ai hâte de pouvoir ouvrir un tome de manga que je connais par cœur. Par exemple, le tome 1 de Naruto, mais le tome japonais. Et comme je connais, je ne vais pas dire par cœur les bulles de dialogue, mais je sais ce qui se dit dans quelle case à peu près, d'essayer de lire en japonais, et en connaissant déjà d'avance le sens des phrases, essayer de comprendre comment la phrase a été écrite en japonaise, puisque je connais le contexte, et ça va être cool. Là, le jour où je vais m'amuser à faire ça, ça va être trop bien. Comme d'habitude, vous avez une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve de vocabulaire. Épreuve écrite, épreuve orale, comme pour les exercices qu'on a vus jusqu'à présent, ce sera du thème et de la version dans lequel toutes les notions de la saison 2 vous seront demandées. Donc ce sera exactement comme les exercices, en un peu moins complexe. Hein. Je vous mettrai moins de pièges qu'il n'y en a eu dans les exercices. Les phrases seront de difficulté progressive, c'est-à-dire que si jamais vous ne maîtrisez pas encore l'intégralité de la saison 2, au moins les premières phrases, vous pourrez vous débrouiller et puis avoir quelques points. Les premières phrases sont extrêmement simples et puis après ça se complexifie petit à petit. Dans toutes ces phrases, je vous demande le vocabulaire courant de la saison 1 et de la saison 2. Ouf. Donc, des cours de vocabulaire, ok. Et puis également le vocabulaire qu'il a pu m'arriver de vous mettre en exercice durant les cours. J'ai bien fait là, pendant ces 9 mois, à chaque fois qu'on voyait les fiches d'exercice, de dire attention, regardez en bas, il y a du vocabulaire, regardez en bas, il y a du vocabulaire. Et parce que vous voyez, c'est aujourd'hui qu'il ressort maintenant. Ça fait beaucoup. En bas des fiches de vocabulaire, hein, tous ces mots qu'on a vus, il ne faut pas les ignorer, il faut les apprendre parce que ce sont des mots que vous aurez forcément à apprendre un jour dans la langue japonaise. Donc vous risquez de les croiser dans l'examen. Et puis vous avez bien sûr une épreuve de vocabulaire qui va porter exclusivement sur les 18 cours de vocabulaire de la saison 2. Donc ça va du cours les vêtements du quotidien au cours la famille d'autrui. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour l'épreuve de vocabulaire qui sera, si je ne dis pas de bêtises, sur 100. Pour ce qui est épreuve écrite, orale et vocabulaire, je ne vous demande pas de connaître les kanji. Voilà, les kanji, c'est comme vous le sentez. Si vous les connaissez, vous les mettez et c'est mieux, tant mieux, et je serais très fier de vous, mais si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, comme c'était le cas d'ailleurs pour la saison 1, pour l'examen de la saison 1. Et de manière générale, pour l'examen, vous avez toutes les consignes qui sont sur la page d'en-tête de l'examen, donc à ce niveau-là, lisez-la avant de passer l'examen, comme ça vous serez prêt et vous saurez quoi réviser en détail. Ah, je me rappelle, dans la saison 1, c'est vrai, c'était facultatif. Il y avait pas mal de kanji que j'avais réussi à ressortir, j'étais content. J'avais une bonne note pour l'examen de la saison, j'étais assez content, j'avais bien... J'aurais pu faire mieux, bien sûr, mais j'étais assez satisfait. Ok, deux choses. Je sais pas si ça se voit, mais je suis très fatigué. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis extrêmement fatigué. Ce bilan est... C'est la chaleur. Je sais pas si ça se voit, mais... non, ça se voit pas. Je tremble un peu, c'est... Bon, ça va bien se passer. Et Julien qui a eu le Covid, hein, en plein milieu d'un cours de japonais. C'est terrible ça, c'est comme quoi il nous touche partout. Hein. Non, par contre, très important, dernière chose, avant de conclure. Toute cette saison 2 des cours de japonais a été faite en hommage à un ami, à mon plus vieil ami qui est décédé durant la saison 1 des cours de japonais. La dernière fois que je suis allé le voir, je venais de commencer, la dernière fois que je l'ai vu, je venais de commencer les cours de japonais, ça faisait à peine un mois que j'avais lancé la chaîne YouTube. Et alors c'est une personne qui était déjà âgée, donc qui n'était pas trop YouTube, tout ça, et je lui avais dit, voilà, je viens de me lancer dans un gros projet sur lequel je travaille déjà depuis quelques mois, je viens de lancer ça, c'est tout frais encore. La prochaine fois, là comme ça je peux pas te montrer, en plus il y avait juste quelques cours qui étaient sortis, mais je lui avais dit, la prochaine fois que je viens, je t'amène une clé USB, je te montre tout ça sur la télé, et je te montre un peu ce sur quoi je travaille. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, donc... Je suis allé voir sa sœur après son décès, je lui ai montré ce sur quoi je travaillais, et elle m'a confirmé qu'il serait extrêmement fier de moi, et elle m'a offert en héritage une montre, la montre qu'il portait, et j'ai tenu donc, préparant ensuite la saison 2 des cours de japonais, à lui rendre hommage en portant en fait son style vestimentaire, c'est-à-dire que col roulé noir,
Pantalon Moutarde, que vous voyez pas là, mais que vous avez notamment sur le... Enfin, que vous voyez pas, mais qui est sur le chibi de la saison 2. C'est son style vestimentaire, et bien sûr, très important, je porte en fait sa montre, qui m'a été léguée. Et en fait, en lui rendant hommage comme ça, grâce à toute cette saison 2, j'espère que là où il est, ça a attiré son attention, qu'il me voit et peut-être qu'il apprend le japonais. Et je pense que ça a été la toute première personne quand j'étais enfant à me parler du Japon. C'était un grand fan de films de samouraï. Donc voilà, j'espère que de là où il est fier d'eux. Ok. Oh, c'était touchant. C'était touchant de ouf, cette fin. J'ai terminé avec mon bilan. Chers élèves, j'espère que cette saison 2 des cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, pour la saison 3 des cours de japonais. Yes! Eh oui, bien sûr qu'on sera là. Ah, c'était touchant. Ah, mais je me suis senti con maintenant d'avoir demandé à Julien dans le chat comment tu vas t'habiller pour la saison 3. Je savais pas qu'il y avait autant de symboles dans tes vêtements. Ah oui, c'était une fin grandiose. Oui, Julien, on t'a senti très très ému à la fin là. Ça se voyait, ça s'entendait. Mais merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Tu t'étais pas obligé, mais merci beaucoup de l'avoir dit en vidéo. Ouais, j'ai trouvé ça très très touchant. C'était le bilan sur la grammaire japonaise qui passait très vite et qui était plus comme un récapitulatif du concept de la grammaire que des cours en eux-mêmes, mais qui, comme je vous l'ai dit, m'a donné très très envie de me replonger là-dedans. Hype de... mais vivement qu'un jour j'ai du temps, et paf, je me concentre dessus, mais je me le débloquerai un jour ou l'autre, ce temps-là, mais vraiment, il faut que j'y arrive, quoi. Nous arrivons bientôt à la fin de... Bon, non, on a encore un peu de temps. Bientôt à la fin de ce live et donc de ce dernier épisode. Nous allons maintenant regarder la vidéo qu'a sorti Julien le 4 novembre, c'est-à-dire le mois dernier, dans lequel il parle du financement participatif que vous connaissez déjà, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les cours de japonais, et lui-même va revenir sur comment s'est passé pour lui la création de toute cette saison 2, et alors je me souviens plus très bien ce qu'il dit dans la vidéo, puisque celle-là, tu vois, ça c'est pas un cours, donc je me suis permis de la regarder, du coup, vu que quand c'est des cours, je les regardais pas, parce que ça me servait à rien, j'aurais été perdu, mais quand c'était des vidéos d'actualité, entre guillemets, je les regardais. Et donc j'imagine qu'il parle un peu de... Oui, non, cette vidéo elle est sortie juste avant qu'il lance le Ulule, donc il n'était pas encore au courant à ce moment-là de l'explosion de son Ulule. Mais je pense qu'il va parler de comment il va créer la saison 3. Et ensuite, nous écouterons les vocaux qui vous sont destinés, du coup. J'ai très hâte de savoir ce qu'il va dire. Et enfin, nous terminerons ce dernier stream des cours de japonais de Julien Fontanier. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, j'ai terminé ma saison 2 des cours de japonais sur la grammaire. C'est le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé de toute ma vie. J'ai investi tout mon temps, mon argent, mon énergie, mon corps et mon âme pendant ces 4 dernières années. J'espère que cette saison 2 des cours de japonais vous a plu. Ça y est, la moitié de mon enseignement du japonais est à présent disponible sur YouTube. On va maintenant passer à la saison 3 et pour cela, je lance une plateforme de dons sur Ulule, un financement participatif. Vous avez le lien directement dans la description de la vidéo, je vous laisse découvrir ce dont il s'agit. Vous avez plein de jolies contreparties pour récompenser votre générosité. Et je ne lancerai la production de la saison 3 que si le financement Ulule aboutit. Je vais être très honnête, la saison 2 des cours de japonais, ça a été que du plaisir, mais ça a aussi été un véritable enfer à réaliser pour moi pendant ces 4 années. Et je peux plus travailler dans ces conditions. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo conseil de classe numéro 2. Conseil de classe. Je vous cache pas que cette vidéo, ça fait 4 ans que j'ai envie de la faire pour vous expliquer un peu tout ça. Je vous explique pas l'état dans lequel je suis, de stress, de pression là, mais bon, je pense que ça va bien se passer. Alors, pourquoi financer la saison 3 des cours de japonais? Alors déjà, première parenthèse... Ok, alors je sais absolument pas ce qui m'a pris de commencer par une parenthèse, c'était la pire idée, je suis parti très loin en plus, donc pour vous expliquer directement
Pourquoi financer la saison 3? Pour faire très simple, les cours de japonais sur YouTube sont un véritable métier à temps plein. Ça me demande énormément de travail et de temps, et malheureusement, ça ne rapporte que très peu d'argent, ça ne me permet absolument pas d'en vivre. Donc j'ai besoin d'un budget pour pouvoir m'y atteler correctement et continuer à vous offrir ces cours qui vous sont disponibles gratuitement. Voilà, ça c'est l'essentiel, je vais développer un peu maintenant dans la vidéo. Attention, vous allez voir, cette vidéo, elle est extrêmement personnelle. C'est vraiment la première fois que je vous parle comme ça de ma vie privée. Et du coup, voilà, je reprends et je vous explique pourquoi YouTube ne me rapporte pas beaucoup d'argent. Les vidéos YouTube, je vais être très transparent, me génèrent 300 € par mois, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais ce qui n'est pas non plus suffisant pour vivre quand on a, comme moi, je viens d'avoir 30 ans, donc quand on a, comme moi, 30 ans et qu'on a une vie d'homme stable, je ne sais pas comment on dit. Moi, YouTube ne m'apporte pas suffisamment d'argent, d'autant plus que mes vidéos ne font pas beaucoup de vues. Comparé à d'autres vidéos d'autres youtubeurs, vous savez, moi mes vidéos c'est pas du divertissement, c'est pas on se pose en fin de journée, on regarde mes vidéos et on rigole pour se soulager un peu la tête. Moi, ce sont des vidéos où il faut être concentré, où il faut réfléchir, où il faut forcer un peu pour les regarder. Je coupe. Alors, je suis peut-être pas abonné à toutes les chaînes YouTube du monde, mais aujourd'hui en 2020, j'arrive pas à voir d'autres chaînes YouTube qui sont sur le même modèle que Julien, qui sont hors divertissement et qui faut vraiment. C'est vraiment une chaîne qui demande de l'implication. C'est genre pas pour le plaisir, c'est vraiment du travail, quoi. Du travail que tu prends en plus de l'école, en plus de ton boulot, en plus de tout, en fait. Et donc, ce qui explique, et c'est totalement justifié, en fait. Il faut être attentif, etc. Il faut regarder les vidéos dans l'ordre. Donc, c'est normal que ce soit des vidéos d'enseignement, de toute façon, font extrêmement peu de vues. D'autant plus que vous avez besoin d'avoir vu toutes les vidéos dans l'ordre. Vous savez, vous commencez par la première vidéo. Donc, pour voir la dernière, vous avez besoin d'avoir vu les 100 premières vidéos qui sont déjà présentes sur cette chaîne. C'est exactement ce que je disais. Je suis abonné à sa chaîne depuis un moment, mais chaque fois qu'il sortait un nouveau cours, je ne le regardais pas. Parce que j'aurais été complètement paumé, j'ai pas vu les premiers. Donc il a complètement raison. Et plus il va avancer, et j'espère que Julien t'en es conscient et que tu es prêt à affronter ça, quand tu sortiras ta saison 3, je pense, enfin, j'ai envie de dire, je te le souhaite pas, mais j'imagine c'est ce qui va se passer. Les vidéos vont faire moins de vues que ce qui est sorti sur la saison 2, parce que sûrement il y en a en cours de route qui décrochent un peu, tu vois, et il faut laisser le temps à ceux qui débarquent de remater tout depuis le début. Donc c'est vraiment c'est comme une série télé, tu peux pas te permettre de prendre en plein milieu de la saison 7, tu comprendras rien, tu vois. Et pour le modèle de YouTube, c'est très courageux, et ouais, là de tête, je vois personne d'autre qui a fait ça en vérité, donc chapeau. Donc c'est normal que les dernières fassent extrêmement peu de vues. C'est un peu décourageant pour moi, mais bon, c'est pas grave. C'est le format que pour lequel j'ai opté, donc ce sont des choses avec lesquelles je suis OK. D'ailleurs, à ce sujet-là, le problème, mais bon, ça fait partie de YouTube, hein. Le problème, c'est que YouTube me pénalise. Vu que les dernières vidéos font très peu de vues, les gens ne vont pas les voir, vu qu'ils n'en sont pas là dans les cours de japonais. YouTube considère que mes vidéos n'intéressent pas mes abonnés, en fait. En plus, me pénalise. Il est peut-être moins en avant, on n'a pas tout à fait le clé de l'algorithme. Et même s'il y a des personnes qui vont sur chaque nouvelle vidéo, qui mettent un pouce bleu, un commentaire, juste pour soutenir, et je les remercie énormément les personnes qui font ça, et ben ça pénalise encore parce que ce sont des personnes qui ne regardent pas la vidéo, et du coup YouTube considère que les personnes, on a ce qu'on appelle un time watch, watch time, le temps de durée de regard d'une vidéo, qui est extrêmement bas, et YouTube considère qu'en fait les gens ont lancé la vidéo, puis se sont dit en fait c'est pas intéressant, ils sont partis à autre chose. C'est pire. Ça, on le sait. Vous avez une vidéo qui apparaît dans votre fil d'actualité, voilà, sur téléphone, sur ordi. Vous ne cliquez pas sur la vidéo, vous ne la regardez pas. Bon, ça lui donnera pas de très bonnes stats à la vidéo, ça lui donnera pas un bon démarrage. Mais il y a une vidéo qui apparaît dans votre fil d'actualité. Vous cliquez dessus, vous la regardez quelques secondes, et vous quittez, ça détruit encore plus les stats de la vidéo. C'est ouf. Et ce que dit Julien, c'est vrai en plus, c'est terrible. Se battre contre le système de YouTube en se mettant à sa place, je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur en fait. Donc je suis un peu inquiet honnêtement pour l'avenir de ma chaîne YouTube. Je pense que plus ça va aller vers l'avant, moins... On rappelle que quand il a fait cette vidéo, le Ulule n'était pas encore sorti, hein, d'accord. Enfin, il venait juste de le lancer, mais il ne s'attendait pas à un tel engouement, je pense. Les vidéos seront mises en avant par YouTube, etc. Donc tout ça pour vous dire que voilà, YouTube ne me rapporte clairement pas d'argent, et du coup le financement Ulule pour la saison 3 me permettra moi d'avoir un budget tout simplement pour travailler de manière saine, décente, respectable. C'est le meilleur, hein, c'est le meilleur choix que tu pouvais faire, Julien, financièrement. Tu pouvais que passer par le financement participatif. Tu fournis tes cours gratuitement sur YouTube. Si parmi tes élèves assidus, il y en a qui veulent
te remercier pour ces années de travail en te donnant un ticket à la fin de leur apprentissage ou en plein milieu parce qu'ils considèrent que oui quand même c'est de qualité, moi je compte continuer mais là où j'en suis c'est quand même déjà énorme, ils méritent quand même un petit quelque chose. Ben, c'était voilà, là à ce niveau-là tu peux pas te comparer à un créateur de contenu de divertissement tel que moi en fait par exemple, tu vois, c'est pas du tout comparable. Toi c'est un vrai investissement pour offrir un apprentissage de... Tu fournis quelque chose qu'on peut pas trouver ailleurs. Moi, ce que je fais, il y en a 1500 sur YouTube en France qui le font. Tu vois, toi, c'est beaucoup plus précis, personne d'autre le fait, et il y a une demande en fait. Donc c'était je suis sûr que ce que je dis, tu vas le dire après dans la vidéo. Mais t'as choisi le meilleur modèle, et je suis content que t'aies... Parce que je savais aussi que t'es un peu gêné avec l'idée de qu'on te donne de l'argent ou des choses comme ça, chose que je comprends parfaitement bien. Je suis très content, là c'est moi personnellement qui parle, je suis très content que, voilà, que ça se soit fait aussi naturellement et que les gens ils ont donné et tout, c'est trop cool. Pas pour m'enrichir, mais pour avoir simplement l'argent qui me permet chaque mois d'y travailler à temps plein. C'est mon métier à temps plein maintenant, les cours YouTube, c'est ce que je fais de mes journées, c'est-à-dire qu'il y a l'écriture des cours. Alors, je pense que honnêtement, personne n'imagine tout le travail qu'il y a derrière les cours YouTube qui vous sont disponibles, que je mets comme ça avec les fiches exercices. Honnêtement, je pense que personne ne sait enfin, c'est normal. Je veux dire, quand on mange par exemple un gâteau, on ne se rend pas forcément compte s'il a fallu une demi-heure ou s'il a fallu 3 heures pour le préparer. Je ne vous demande pas de vous rendre compte de tout ce travail, mais croyez-moi sur parole, c'est un travail qui demande énormément de temps. Et donc du coup, voilà, c'est mon activité au quotidien. Et du coup, moi j'ai besoin, vu que ça ne me rapporte pas d'argent, j'ai besoin d'argent pour vivre en fait et pour m'y atteler à ces cours de japonais. J'ai envie de dire que je le vois aussi comme indirectement un investissement, ce que tu as fait. Toute cette charge de travail que tu as mise depuis... Tu as commencé quand les cours en 2015, si je dis pas de bêtises. Toute cette charge de travail paye aujourd'hui, en fait. Ça paye aujourd'hui. Parce que durant ces années, tu t'es investi à fond et c'est aujourd'hui que tu récoltes un peu ces fruits-là. Donc c'est trop bien, c'est cool. Je suis très content pour toi, en vérité. Avec le financement Ulule, j'estime pouvoir me verser à peu près 1000 € par mois, ce qui est honnêtement pas incroyable, hein. Vous savez, quand on a 30 ans, qu'on a plein de skills dans plein de domaines et je pourrais faire plein d'autres choses, je pourrais faire plein d'autres métiers honnêtement. Si je ça c'est tout à ton honneur. Hein. Je pourrais l'être honnêtement, mais bon, moi mon but, le projet dans lequel je me suis lancé, c'est l'enseignement gratuit, donc forcément si c'est gratuit pour vous, ça rapporte rien. Mais du coup, voilà, le but pour moi, c'est de réussir quand même à vivre, et ça a été le gros problème de la saison 2 en fait. Le gros problème de la saison 2, c'est que le premier Ulule ne m'a généré que 10 000 € et j'en ai touché que 6 500 je crois, et en fait au bout de 6 mois, j'avais plus d'argent et la saison 2 n'était pas encore terminée, et en fait la saison 2 a duré 4 années, et en fait j'ai passé les 3 années suivantes à travailler sans le moindre budget en fait, sans le moindre argent. Il a fallu du coup que je travaille à côté pour pouvoir m'atteler sur des cours qui eux-mêmes étaient déjà compliqués à faire, donc c'est déjà travailler, être épuisé, puis ensuite arriver sur les cours, faire des trucs compliqués, être épuisé, et au final ne pas avoir d'argent généré. Donc moi je vais être très honnête, ça a été 4 années que j'ai passé sous le seuil de pauvreté. Je vous le dis très honnêtement parce que c'est un choix que j'ai fait. Je suis d'accord, c'est un choix que j'ai fait, mais c'est extrêmement dur. Et alors c'est énormément de pression, et on est dans un état comment dire, de danger, de détresse. On est dans un vrai état de détresse, que ce soit on a une insécurité au niveau de l'argent, parce qu'il m'arrive quoi que ce soit, un accident ou quoi, imagine, c'est pas pris en charge par la sécu, je peux pas payer. Mon matos est cassé, je pourrais en fait, là, on est vraiment au bord de la limite où dès qu'il se passe quoi que ce soit, tout est foutu en l'air en fait. Donc je vous explique même pas les 4 années que j'ai passées, ça a duré 4 ans en fait. Déjà au bout d'une année, je me souviens, je vous avais fait une vidéo qui est plus disponible sur la chaîne, où je vous disais que c'était devenu infaisable. Et j'ai tenu bon 3 années supplémentaires. C'est pour ça que j'ai ralenti le rythme des vidéos, parce que honnêtement c'était plus possible. Vous savez, la première saison des cours de japonais, j'ai tout mis ça en 1 an. C'est 1 an où j'ai fait que ça, mais toutes mes nuits je faisais que ça. La saison 2, quand j'ai eu le budget Ulule, ça allait au niveau du rythme. Il y avait 2 cours qui sortaient par semaine, c'était des cours qui étaient aussi faciles à faire, je vous le cache pas. Et la suite, ça a été l'enfer. J'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. Alors,
tout ce que je vous dis, c'est peut-être des choses qui vous étonnent. Je suis pas du tout là pour faire ma victime ou quoi, mais je pense que c'est important que je vous en parle pour que vous compreniez en fait pourquoi il y a ce Ulule. En 2018, j'ai fait 2 énormes burn-out. Alors je sais pas si le terme exact c'est burn-out, mais j'ai eu 2 espèces d'énormes cracks mentaux vis-à-vis de mes cours de japonais, et en fait ça m'a démoli. Un en juillet, un en décembre, et j'en ai eu d'autres plus petits en 2019, un peu en 2020, et en fait c'est devenu un enfer de travailler sur les cours de japonais. C'est terrible, alors que c'est ce que tu kiffes le plus. Comment vous dire, c'est devenu douloureux en fait de s'y mettre. Alors, c'est toujours un plaisir, j'adore toujours ce que je fais, j'ai la chance, je suis pas en train de me plaindre, je vous explique que c'était dur, mais je suis pas en train de me plaindre. J'ai la chance de travailler sur quelque chose que j'aime. Bon, ça me rapporte pas d'argent malheureusement, mais j'ai de la chance de faire quelque chose que j'aime, et j'ai de la chance que vous soyez là pour apprécier ce que je fais. Vous êtes tous unanimes là-dessus, ça me fait extrêmement plaisir. Je me plains pas là-dessus. Mais c'est devenu douloureux de travailler sur les cours de japonais. Je suis pas psychologue, mais en fait, j'ai des mécanismes de rejet en fait vis-à-vis de ce travail-là, parce qu'en fait, ça m'a mis dans un état pas possible. Mais en fait, ça. Ok, petite pause. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous dire pour que vous compreniez bien la situation. D'abord, pourquoi est-ce que c'était toujours très juste niveau argent? Parce qu'en fait, quand je travaillais, je m'arrangeais pour gagner toujours le strict minimum pour vivre, pour ensuite pouvoir passer le maximum de temps sur les cours de japonais. En fait, c'était ça la priorité. Donc c'est pour ça que c'était toujours un peu limite. Et surtout, seconde chose, ce qui a tout compliqué aussi, c'est que la seconde partie de la saison 2 des cours de japonais, ça a été des cours extrêmement dur à mettre en place. J'ai dû réécrire tout l'enseignement de la langue, ça a été honnêtement très compliqué, il a fallu corriger toutes les erreurs énormes de l'enseignement traditionnel du japonais. J'ai toujours tenu à vous proposer des cours toujours plus complets, limpides, clairs, logiques et cohérents. Et on l'a vu. Tout ça, ça a été une pression énorme. Il fallait que je fasse un contenu complètement exhaustif, sans la moindre faute. Il y a eu des procédures. Tu es trop perfectionniste, Julien. Mais bon, directement, on peut pas t'en vouloir quand on voit le résultat que ça donne dans les cours de japonais que tu as fait. De vérification inimaginable sur chaque chose que je disais. Je ne pouvais pas me permettre de faire la moindre imprécision, le moindre écart, la moindre faute dans tout mon contenu. Donc tout ça, ça a rajouté en fait. Ah oui, surtout que je suis désolé, je fais que te couper, Julien, mais en fait, je me mets à ta place de ouf. Et si j'étais à ta place, comme je l'ai dit, il n'y a personne d'autre en France sur YouTube qui fait ça. Plus le temps passe et plus t'es reconnu dans le game en tant que, oui, Julien Fontanier, bah oui, c'est le mec qui fait des cours de japonais. Tu veux apprendre le japonais? Julien Fontanier sur YouTube. Tu vois, il y a quand même aussi cette part de pression qui, tu sais que, par exemple, quand tu es en train d'écrire un cours, l'enregistrer à la caméra, le faire le montage, l'upload sur YouTube, tu sais que ce cours, peut-être pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 20, 30, tu sais pas pendant combien d'années, ça va être... C'est pas comment le dire, mais ça va être ça, la vidéo que les gens francophones dans le monde entier vont regarder pour apprendre, parce qu'ils ont envie d'apprendre la langue japonaise, et ça doit être une pression absolument ouf que moi-même je peux pas m'imaginer, tu vois. Tu as voulu devenir la référence française du prof de japonais, Julien. Il faut les épaules maintenant, c'est clair, c'est clair. Donc je comprends que tu souhaites être perfectionniste et que tu veux que chaque cours soit à la virgule près, au millimètre près, parce que... Mais c'est encore une fois, c'est tout à ton honneur, et tant mieux. C'est cool, tu le mérites. Il faut que ce soit toi le représentant français de l'apprentissage des cours de japonais, c'est clair. Énormément de pression à tout le reste, en fait, à toute cette montagne de soucis. Et en plus, ce qui n'arrangeait pas le tout, c'est que j'avais beaucoup de remarques. Pourquoi tu abandonnes les cours? Pourquoi est-ce que tu nous as abandonnés? En fait, ça c'est YouTube, ça. Pas. J'étais là en train de travailler, mais c'était dur et ça prenait du temps. Et du coup, c'était une somme de choses. Et puis, il y avait aussi quelques commentaires extrêmement ingrats. Mais bon, ça, j'en parle pas parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur accorde de l'attention. Donc voilà, moi, je ne pouvais pas vous abandonner. Franchement, si j'ai continué pendant tout ce temps, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui comptent sur moi en fait, qui comptent sur mon travail. Ça y est, je suis engagé, je vous enseigne le japonais, et je peux pas vous laisser comme ça dans la nature, vous abandonner. Je dois continuer, c'est mon rôle maintenant. Voilà, bon, allez, je continue. Bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, j'ai envie vraiment de me concentrer sur cette campagne, sur le positif, sur l'avenir. J'ai extrêmement envie de continuer les cours de japonais, mais pas dans ces conditions-là. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais ce Ulule. Pour moi, pour pouvoir me dégager, je l'espère 1 000 € par mois. Et j'ai 2-3 autres projets qui vont arriver par la suite, qui vont me permettre de gagner aussi un peu d'argent à partir des cours de japonais. Je vous en parlerai par la suite, mais ça risque d'arriver normalement dans les mois à venir. Les conventions ont toutes été annulées depuis le confinement, depuis le premier confinement, donc c'est pas les prêt de conventions recommencer, me permettaient de gagner un peu d'argent, ça a beaucoup soulagé 2019. Oui, ça je sais, on se croisait très souvent avec Julien en convention, justement.
C'est d'ailleurs au détour de plusieurs conventions qu'on parlait plusieurs fois avec Julien de ses cours, qu'il me disait que, allez, vas-y, lance-toi et tout ça, et qu'après c'est lui-même qui m'a... Je sais plus si c'est lui qui me l'a... Je sais plus si c'est toi, Julien, qui m'a présenté l'idée de faire des lives en japonais, que tu m'avais dit qu'il y avait un autre streamer qu'il avait fait de son côté et tout. Et là, je me suis... ouais, quand tu m'avais expliqué ça, je me suis dit, ah ouais, avec les viewers comme une salle de classe et tout, c'était trop cool. Oui, Koro, c'était ça, tu m'avais dit, ouais. Et ouais, mais les conventions, ouais, c'est clair, parce que les conventions, c'est ultra intéressant, parce que moi, je me souviens, c'est trop cool, parce que c'est les souvenirs que j'ai aujourd'hui que, putain, j'espère que je vais pouvoir les avoir de nouveau. Quand je suis sur mon stand de dédicace, parce que bonjour, je suis Farod, je suis évidemment une star internationale. Moi, quand je vais en convention, je suis juste là pour faire des photos et des dédicaces, donc du coup, c'est 8 heures par jour et tout ça. Et des fois, comme les youtubeurs, tu vois, c'est les youtubeurs, oui, bon, vous les mettez là-bas dans le fond et tout. On est toujours collés, nos stands de dédicaces, on est toujours collés à la scène. Donc toute la journée, pendant que tu fais des dédicaces, où tu rencontres tes abonnés, tout ça, t'as toujours la scène à côté de toi, avec de la musique bien forte, n'importe quoi. Bon, des fois c'est cool parce que t'entends Bernard Minet qui chante le générique de Dragon Ball ou des trucs comme ça, donc c'est plutôt sympa. Après, quand t'as des concerts, bon, là tu t'es obligé de monter un peu le volume de ta voix et tout ça. Bref, tout ça pour dire que des fois, eh ben, c'était Julien que j'entendais sur scène. Et j'avoue que c'est quand je l'entendais sur scène parce que c'est indirectement, tu parles avec l'abonné qui vient te voir, voilà, tu lui dis ce que tu as à dire, tout ça, la dédicace, la photo, on raconte un petit peu des blagues, tout ça. Et le moment où il part, comme ça, et il y a quelqu'un d'autre qui vient, ou alors le moment même où tu demandes le prénom de la personne pour faire l'autographe, il te le dit. Tu sais, pendant que tu écris le prénom, bah, il doit y avoir 5 secondes où ni lui ni toi ne parlent en fait. Petit 5 secondes de répit, tu vois, pour reprendre ta respiration. Et bien pendant ces 5 secondes-là, j'entendais toujours Julien qui était sur scène. Et c'est trop cool parce que je l'entendais faire ses cours de japonais sur scène au public. Et je l'entendais qui faisait oui, alors ça c'est le kanji de l'oiseau. Et ça c'est le kanji de blanc. Et bien regardez, on les met ensemble et ça fait la colombe et tout. Enfin, l'exemple que je viens de prendre, je viens peut-être de l'inventer, tu vois. C'est peut-être pas exactement ça les mots pour faire telle association. Mais quand j'entendais ça, je me disais putain, ça a l'air quand même vachement intéressant. Je suis hypé. Le signe! Ah, je le savais, tu vois, je le savais en le disant que j'avais fait une erreur. J'ai bien fait de le préciser. Le signe. Et tu vois, quand j'entendais ça, je me disais ah, mais putain, mais il explique bien ce con quand même. Hein. Il donne envie de s'intéresser au truc. Il donne envie d'aller voir et tout ça. Et ça n'a pas loupé. Je suis allé voir. Et on s'en est tous rendu compte que Julien, parce que moi, Julien, à la base, moi, je le connaissais pas vraiment à travers ses cours. Parce que il est carré, tu vois, dans les vidéos, il est pro et tout. Mais moi, Julien, la personne que je connais à la base, c'est un collègue youtubeur que je vois en convention avec qui je joue à Smash Bros. Et qui, 3 fois sur 4, me met une dérouillée. Et je le garde en travers de la gorge. Mais ça, voilà, je m'en vante pas, du coup, tu vois. Et du coup, quand je l'écoute sur scène, bon, après, quand on se parle et tout un peu plus sérieusement, évidemment, il reprend ça en sérieux, tu vois, mais... Et voilà, tout ça pour dire que... Je sais pas où est-ce que j'allais... Oui, tout ça, les conventions, du coup. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, les conventions, parce que c'était grave cool de tous se croiser. Ça permettait de faire des rencontres cool. Et c'est grâce aux conventions que je me suis vraiment intéressé au travail de Julien. Et j'ai encore vu des articles, là, il y a 2 jours, qui disaient que... Je crois les gouvernements n'autoriseraient pas les rassemblements de milliers de personnes. Alors, ils donnaient comme exemple les concerts, tu vois, mais ils ont dit des milliers de personnes. Une convention, en moyenne, les petites conventions, ça ramène 3000 personnes. J'ai fait des conventions un peu plus grosses, mais pas non plus des très grosses, tu vois, des moyennes, on va dire, qui ramènent 10 000 personnes, 13 000 personnes dans un week-end. Mais là, je vous parle pas des énormes conventions à Paris, par exemple. Je vous parle pas de la Paris Games Week, la Paris Manga. Là, c'est... là, vous pouvez oublier. Là, c'est clair, c'est là où vous pouvez oublier. Moi, je parle des conventions moyennes que je vois des fois dans telle ville, dans le sud, à l'ouest. Putain, mais pourquoi j'ai pas de nom Fréjus, je sais que leur chiffre, des fois, c'est entre 10 000 et 13 000. Des trucs à Bordeaux, des trucs à Dijon, à Montpellier, tu vois. Ça, et après, il y a encore les plus petites que je vais dans le nord, quand je vais en Bretagne, des trucs comme ça, où il y a 3000 personnes. Même 3000 personnes, c'est déjà beaucoup trop, en fait. Voilà, il y a les Geek Days aussi, ouais, à Lille aussi, qui font des très bons scores. Même les petites conventions qui ramènent 3000 personnes, on pourra pas les autoriser. Au moins, enfin, jusqu'à 2021, c'est sûr, c'est impossible. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'on envisagera début 2022, voire été 2022. Là, on sera peut-être en mode, ok, là, on peut se le permettre. Mais on va encore, même si, voilà, il y a les vaccins qui arrivent, on a l'impression qu'on commence à sortir la tête de l'eau et tout. Il y a encore beaucoup de choses qui seront pas
qu'on va pas pouvoir reprendre notre vie d'avant tout de suite, en fait. Et les conventions, ça en fait partie, comme les concerts. Les concerts, c'est maintenant qu'on me l'a enlevé que j'aimerais tellement faire des concerts, des trucs comme ça, tu vois. C'est terrible, c'est terrible. Dans quel monde? Si on m'avait dit qu'on vivrait ça, c'est quand même un truc de fou. Les boîtes de nuit, ça me manque tellement. Les boîtes de nuit, c'était trop bien. C'est ouf. Bref, je raconte un petit peu ma vie. Mais bref, les conventions, vivement que on recommence ça. Mais à partir de 2020, tout a été annulé, donc Eh oui. c'est redevenu en fait comme avant. J'ai emprunté, je vous cache pas que j'ai emprunté énormément d'argent pour pouvoir tenir l'année 2020. On n'abandonnait pas les cours de japonais. À n'importe quel moment, si vous voulez, j'aurais pu arrêter, me mettre sur un autre travail. Je sais faire, honnêtement, je sais faire plein de choses. J'ai plein de capacités dans plein de domaines différents. T'aurais pu, hein. J'ai déjà été animateur sportif, je suis musicien, même dans l'enseignement du japonais, à n'importe quel moment, je pourrais reprendre dans plein de cours particuliers, etc. et me faire beaucoup d'argent dessus, mais c'est du temps en fait, Cours que j'aurais plus particuliers, pour les oui. cours de japonais YouTube. Et moi, mon projet, c'était avant tout de terminer la saison 2. Voilà, ça m'a pris du temps, mais ça y est, c'est fait. Et surtout, très important, je n'ai à aucun moment fait des concessions sur la qualité des cours. Moi, j'ai morflé. Ça a pris du temps, certes, mais la qualité des cours de la saison 2 que vous avez, elle m'est irréprochable. C'est-à-dire que je ne publie jamais un cours tant que pour moi, il n'est pas irréprochable. Et certes, ça a été compliqué autour, mais les cours que vous avez... Moi, je veux que dans 10 ans, quand une personne regarde ses cours, ils se disent « Putain, ces cours, ils sont géniaux ». C'est exactement ce que je disais. disais. Que ça a été compliqué. Vous savez, quand quelque chose est compliqué, souvent, ça se ressent dans le produit fini. Moi, je voulais que ça se ressente pas, et normalement, Ça s'est pas ça ne se ressenti ressent pas. du Donc voilà, tout. je fais aucune Non. concession sur la qualité. Pas du tout, pas du tout. À part juste le dernier où tu disais à la fin que t'étais fatigué, que... non, à part ça, il y a eu juste eu des fois où tu disais que t'avais chaud, mais que c'était en été et tout ça, mais ça s'est pas du tout ressenti. C'est passé comme une lettre à la poste, ça c'était clean. Et je sais plus ce que je disais. Donc là, j'ai plein de trucs, mais je sais même pas si je vais raconter tout ça. Si le budget de la saison 3 va aussi me permettre de faire 2-3 projets annexes. Pareil, tous les projets annexes. En fait, le problème, c'est que sans budget, sans argent, moi, j'ai rien pour faire des projets annexes. Les tableaux Hiragana et Katakana version manga que je vous ai fait, il a fallu bien sûr rémunérer le dessinateur, Jiggy. C'est 500 €. C'est 500 € pour le rémunérer, pour les dessins, que j'ai sortis de ma poche. Mais qui sont même pas un budget des cours de japonais ou quoi. C'est-à-dire que en plus de pas avoir d'argent, c'est de l'argent que je dois gagner autrement pour investir dans des projets. Et j'ai énormément d'idées, vous imaginez même pas. J'aimerais faire un site, j'aimerais faire une appli, j'ai plein d'idées de projets, mais vous imaginez pas. Vous voyez tous les cours que vous avez sur YouTube. Tu vas te régaler, Julien. Tu vas bosser, je te le dis. Tu vas en avoir des choses à faire maintenant. Imaginez tout ce que je pourrais faire si j'avais des budgets pour faire autre chose. Vous savez, j'ai plein de collègues youtubeurs qui ont plein d'argent et qui font plein de super projets, en fait, parce qu'ils ont de quoi investir dans des projets et ça donne des trucs de ouf. Ouais, imaginez-moi ça si fait j'avais rêver. un budget, tout simplement, même moi, j'arrive même pas à imaginer tout ce que je pourrais faire. Donc j'ai extrêmement hâte, j'aimerais vraiment que ça puisse aboutir. Bref, je fais appel à vos dons, à votre générosité pour financer l'avenir de la chaîne. Ça peut également être pour vous une manière de soutenir la chaîne de manière générale, sans forcément parler de la saison 3, ou être un pourboire en fait pour tous les cours que vous avez consommés gratuitement jusqu'à maintenant. Si jamais vous voulez me remercier pour ce travail, c'est également un moyen pour vous de le faire. C'est toujours accessible ou pas? C'est Ulule. Oui, il reste 4 Et jours. je ok. fais appel à vous tous. Vous êtes tous en fait concernés par l'avenir des cours de japonais. Déjà parce que la saison 3, elle va pas s'adresser qu'à ceux qui ont terminé la saison 2. En fait, la saison 3, vous verrez comment j'organiserai ça, mais elle sera regardable à partir de la fin de la saison 1, en fait. Elle sera entremêlée à la saison 2. Ça, c'est pas mal, ça, Donc, ce qu'il dit. Vous n'aurez pas forcément besoin... Tu sais, je suppose qu'il y a plein de gens qui vont dire « Moi, j'ai pas encore terminé les cours de la saison 2, donc j'ai aucune raison de donner pour la saison 3. » Et peut-être que vous êtes légitime à penser ça, mais en fait, vous n'aurez pas besoin d'avoir vu la saison 2 pour voir la saison 3. Donc peut-être que vous êtes finalement... Ça rassure les personnes comme moi qui n'ont pas géré la saison 2, tu vois. Je suis un peu en mode... Bon, ça va, c'est bon. Concerné. Et aussi parce que j'ai un autre projet de vidéo qui va sûrement sortir dans quelques mois. On verra si, encore une fois, j'ai le budget. Et ça, ce sont des vidéos, ce sera pas des cours, alors ce sera sur cette chaîne, mais ça parlera du japonais, mais ce sera accessible à absolument tout le monde, même ceux qui n'ont absolument aucune notion en japonais. Super bonne idée pour attirer un plus large public, en soi. Moi, Julien ne m'a pas parlé de tous ces projets, hein, tout ce qu'il est en train de lister là, moi je suis pas au courant. Mais je suis hype, moi je veux savoir, je suis comme vous. Ce sera plus de la culture japonaise, si vous voulez. Et là, tout le monde sera concerné. N'importe qui, même des gens qui ne connaissent pas encore la chaîne, pourront regarder et kiffer. Donc voilà,
tous ces projets-là, c'est maintenant qu'on peut les financer grâce à ce Ulule. Petite demande, si possible, si jamais vous avez l'intention de donner sur ce Ulule, donnez dès maintenant. En fait, une campagne Ulule, elle fonctionne si elle fait un démarrage, si elle explose dès le démarrage, si vous voulez. Si ça prend du temps, si ça peine à démarrer, ça prend jamais en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait un démarrage éclair, rapide, je ne sais pas comment dire, pour qu'ensuite la campagne fonctionne. Et puis vous savez, sur Ulule, le principe c'est que, vous avez peut-être vu sur la page, hein, je demande 30 000 € pour cette Ulule pour la saison 3. Soit les 30 000 sont atteints. Je fais juste une pause. C'est marrant en fait comment ça s'est goupillé parce que j'ai pas les stats, mais je les imagine un petit peu. Même aujourd'hui encore, ou hier, il y a encore des gens qui continuent à donner. C'est marrant dans le sens où les principaux concernés, c'est-à-dire ceux qui suivent les cours de japonais, vous, moi et tous les abonnés de la chaîne de Julien, ils ont évidemment donné dans les premières heures, pour les plus actifs, ou les premiers jours, pour les plus intéressés, ou peut-être la première semaine, pour ceux qui pensaient, ils se sont dit, bon, je le ferai plus tard. Mais là, ça fait quoi? C'était en novembre, ça fait un mois, il y a encore des gens qui continuent à donner, donc ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas... Je sais pas comment l'expliquer, j'arrive pas à développer mon idée, mais c'est des gens qui sont pas actifs dans l'apprentissage, mais qui se rendent compte de la valeur des vidéos, et sans pour autant être dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est... J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont peut-être totalement en dehors de ça et qui ont donné parce que ils savent que c'est important, tu vois. Ah oui, il y a ceux qui donnent peu de notifs aussi, c'est vrai, tu as raison. Et je touche l'argent, soit ils ne sont pas atteints, et même s'il y a 29 500 et quelques, je ne touche rien en fait. C'est ce qu'ils appellent le tout ou rien. Donc pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait au moins les 30 000, et une fois que les 30 000 sont atteints, vous pouvez continuer à donner. Le problème de mon Ulule de 2016 que j'avais fait, c'est que j'avais eu les 6 000 € très rapidement que je demandais, et en fait ensuite j'ai pas osé demander de donner donc, en dessus. Donc en fait les gens n'ont pas donné parce qu'ils pensaient que c'était bon, il n'y avait plus besoin de donner. Donc on a atteint 10 000, mais en fait on aurait pu aller bien plus haut. Mais moi j'osais pas trop demander à l'époque, mais même encore aujourd'hui j'ai un peu de mal à parler d'argent sur internet. Donc très clairement je vous demande 30 000 parce que en fait, pour être très honnête, moi je pense honnêtement avoir besoin de 50 000. Donc même si les 30 000 sont atteints, n'hésitez pas à continuer à donner, je vous ferai palier 40 000, palier 50 000, etc. pour encourager les gens à donner. Plus je pourrais avoir d'argent pour cette saison 3, pour la suite des cours de japonais, honnêtement, plus je pourrais faire de choses, et plus aussi ça me soulagera, et plus ça me permettra de m'y mettre dans des conditions décentes. C'est trop ouf. C'est ouf. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi dessus? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu d'autres plateformes de dons depuis 2016? Alors j'ai fait un premier Ulule en 2016, vous allez me dire, mais si c'était aussi dur, pourquoi est-ce que t'as pas redemandé des dons entre temps? Alors déjà, moi, je fais partie de l'époque où parler d'argent sur internet, c'était pas bien en fait. Je sais qu'aujourd'hui c'est devenu extrêmement facile, je sais que maintenant les gens demandent de l'argent pour tout et rien. Je sais que c'est devenu extrêmement facile de demander des dons et de gagner en fait de l'argent. Non mais on va en parler, c'est bien la générosité des gens sur internet. Moi ça fait pas partie de mon école, si vous voulez. Et surtout, j'avais fait un Ulule pour la saison 2. Les gens ont donné, le Ulule a été fait, donc moi, c'était le budget que j'avais pour ma saison 2. Alors bien sûr, le budget, je l'ai très vite épuisé, puis ensuite j'ai dû mettre... Mais c'est cool, ça a rentabilisé la saison 2 du coup. Mais pour moi, j'allais pas redemander pour quelque chose pour lesquels les gens avaient déjà donné. Et puis je pense aussi que si les gens avaient dû redonner au cours de la saison 2, de la saison 2, de la saison 2, peut-être que les gens auraient moins été là pour la saison 3, et en fait, je voulais pas asphyxier en fait l'avenir de la chaîne. Bien entendu, pour moi, il est impensable de rendre les cours de japonais payants. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu rends pas les cours payants? Tu gagnerais plein d'argent. Non, parce qu'en fait, la démarche de base, en fait, le but, c'est de rendre des cours entièrement gratuits sur Internet, complets. Donc, ça ne deviendra jamais payant, et les dons ne sont pas... Ça ne veut pas dire que les cours deviennent payants, ça sera toujours gratuit, accessible gratuitement sur YouTube. Et du coup, voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai été clair. Ça a été extrêmement brouillon, j'avais des notes mais que j'ai à peine regardées. Enfin, vous imaginez pas l'état de stress dans lequel je suis. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Peut-être dernière chose, pour moi cette campagne elle va être extrêmement importante parce que ça va me permettre aussi de savoir si vous êtes là, si vous êtes derrière moi en fait. Parce que moi pendant 4 ans, je pense que ça va donné, là. Honnêtement. Et je pense que si je me rends compte que la campagne est un échec et que les gens ne sont pas là pour donner, en fait si je me rends compte que je suis le seul à donner en fait pour ces cours de japonais, je vais peut-être remettre en question mon investissement futur sur le projet. Parce que ça a duré 4 ans, ça a duré 4 ans. Rendez-vous compte, demandez-vous, vous étiez il y a 4 ans. En fait, même moi, j'arrive même pas à croire que ça a duré 4 années entières.
Et si je me rends compte qu'en fait, les gens sont pas forcément là, parce que vous savez, c'est très facile de profiter de quelque chose de gratuit, mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément donner. Je le sais, hein, c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais par exemple, pour le LUL de la saison 1, on avait l'impression que, dans les commentaires, on avait l'impression que tout le monde allait donner, et au final, il y a moins de 1% des gens qui ont fait un don pour le LUL de la saison 1. Donc je sais que ça c'est pas forcément gagné ce LUL. Hein. Même moi, je sais pas en fait, je suis inquiet. J'ai même des amis youtubeurs, j'ai un ami youtubeur qui m'a dit je suis très curieux de savoir si les gens vont donner. Donc honnêtement, je fais appel à vous. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. S'il vous plaît, soutenez les cours de japonais pour l'avenir des cours de japonais. Et j'ai vraiment envie de continuer. Et j'ai mis mon dharma du conseil de classe sur la table. Je vais pas peindre son deuxième œil parce que j'ai pas encore fini les cours de japonais. Trop mais tôt, j'espère qu'un jour trop tôt encore. Avoir ça. Et j'aimerais juste terminer sur une chose. Je vous ai préparé un petit truc. Aujourd'hui, en fait, je vous ai pas dit, mais c'est les 5 ans des cours de japonais. 4 novembre. Hey 4 novembre. Et ça fait 5 ans. Hop. Oulala. Est-ce que va tenir? Et ça fait 5 ans que j'ai commencé les cours, donc je vais juste me souffler une petite bougie pour marquer le coup, s'il te plaît. Le truc a fondu. Hop. Joyeux anniversaire, cours de japonais. Putain, c'est sur cette dernière image. C'est fini. C'est fini. Bon, j'espère au moins que ça vous aura donné envie d'aller tous vous abonner à la chaîne YouTube de Julien et de le follow sur ses comptes perso. Ah putain. Mais tu m'as beaucoup trop hypé en fait pour la saison 3 là. Tu te rends pas compte du problème que c'est là. Moi je veux la saison 3 là, je la veux. Bah demain. Demain ça sort. L'intégralité. Pas. Et puis, non, tout d'un coup. Tout. La 4 aussi tant qu'on y est. Tout. Je veux tout là. Cool. Putain, j'ai trop hâte pour la suite. Bon, comme je vous l'ai dit, Julien m'a envoyé des vocaux qui vous sont totalement. Qui vous sont directement adressés. On va les écouter. Et on va s'arrêter là du coup parce qu'après c'était la fin. Ce sera la fin du dernier cours de japonais en live sur Twitch. Depuis 9 mois on est dessus, c'est trop cool. Je vérifie que j'ai le son à fond. Enfin peut-être pas à fond non plus. Voilà. Allez Julien, nous t'écoutons du coup. Voilà, je te mets également un vocal de remerciement si tu arrives à le lire. Je vais lire directement avec le téléphone, je peux pas le faire avec le logiciel de stream. Let's go. Salut Farod, le meilleur délégué, et salut à toute sa classe. Je tenais vraiment à te remercier de tout cœur d'avoir suivi mes cours de japonais en stream comme ça, d'avoir encouragé les gens, d'avoir motivé toute une classe à apprendre le japonais. T'as suivi les 2 saisons entières de ma chaîne, t'as terminé ma chaîne YouTube entièrement. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça a été un véritable plaisir de resuivre tout ça à tes côtés, en fait, en étant au fond de la classe comme un élève. Et voilà, je souhaitais vraiment à te remercier, à te féliciter pour tout ton travail, pour ton assiduité, pour ton sérieux. Et j'espère que quand la saison 3 des cours de japonais sortira, tu la suivras et qu'elle te plaira. Je te fais de gros bisous, merci pour tout. Ah, trop cool. Merci, c'est gentil. Et je terminerai peut-être juste en disant que 2020, ça a été une année, je pense, très bizarre pour tout le monde, parfois compliquée. Et pour moi, 2020, ça restera aussi l'année que j'associerai à Farod, qui fait les cours de japonais en live. Et pour ça, c'est aussi un très bon souvenir. Ça restera aussi un très bon souvenir cette année 2020. Et tu vois, on s'était vus, toi et moi, au début de l'année. Et on s'est pas revus depuis. Et pourtant, j'ai l'impression, avec toute cette aventure, d'avoir appris à te connaître, d'être encore plus proche de toi. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de te revoir en chair et en os pour te tester en japonais. Oh non, le stress. Oh non, la pression. Moi, j'aurais préféré que tu dises pour te tester sur Smash Bros, pour voir si ton level... Non, le japonais, oh non, putain. Bon, que le Covid, il dure encore 5 ans, alors, parce que j'ai eu du travail. Ah, c'est gentil comme tout, le message que tu m'as dédié, Julien, merci. Ah, ça fait plaisir. 2020, l'année Farod. Faut pas dire ça, quand même. Mais c'est vrai que, indirectement, c'est vrai que... Oui, 9 mois. Oui, c'est vrai qu'on a commencé durant la période Covid et tout. Et on a eu cet appel, vous vous souvenez, cet appel à la fin de la saison 1, on avait fait une visioconférence avec Julien où on parlait avec le chat et tout, c'était trop cool. Trop cool. Putain, mais du coup, j'hésite maintenant, je me dis quand la saison 3 va sortir, peut-être que je la ferai en live et tout, je sais pas. Alors, je sais pas, on verra le moment venu, je sais pas. Bon, eh bien, écoutez, c'est sur ceci que nous allons nous quitter. Si vous souhaitez faire une dernière vague de cœur pour Julien, pour le remercier, je vous autorise à le notifier dans le chat, je crois que c'est Julien Fontanier tout collé, hein, son pseudo, si je dis pas de bêtises. C'est votre moment, regardez, je vais même vous le faire apparaître le chat. Et on va se quitter là-dessus. Voilà, bravo.
encore Julien, qui nous fait honneur de sa présence, qui a été là quasiment tout le temps, ouais. Ça doit être marrant de se réécouter à chaque fois. Bravo, félicitations, c'était cool. Je regrette absolument pas de m'être lancé là-dedans. J'ai très hâte de reprendre, d'abord de tout reprendre à zéro, de tout revoir, la saison 2 de la travailler, véritablement, parce que je ne l'ai pas travaillé du tout, en fait. Et j'ai hâte de voir ce que nous réserve la saison 3, surtout maintenant que tu as dit que les gens qui ont terminé la saison 1 peuvent passer directement à la saison 3. Oh, je t'avoue que ça, je suis assez content aussi, donc je me dis, dès que ça sort, je peux y aller du tac au tac et tout, donc c'est trop cool. Mesdames et messieurs, c'est sur vous qui mettez des cœurs dans le chat que moi je vais vous quitter. Je m'en vais comme ça. Je vous laisse la scène. Moi je pars derrière le rideau, dans l'ombre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Alors je vais quand même prendre le temps de remercier parce que à chaque fois qu'on fait les cours de japonais, je ne remercie pas les subs parce que j'ai la tête ailleurs et je le fais pas et après je m'en veux terriblement et je me rattrape le lendemain. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont sub ce soir, à savoir Rafilol 123, Glursbug, Namdak, Jorik, Roxas, Yuazoup, Lilou Kitsune qui envoie des bits, Jay-Z28, Uther Pondragon 19, Curie22, The Legend of Pianist qui raid, merci, et Luna Turel. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt pour un prochain live sur la chaîne Twitch de Farod. Et évidemment, à très bientôt pour un nouveau cours de japonais sur la chaîne YouTube de Julien Fontanier. Vous êtes déjà parti. Bye bye!